Il y a un micro ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus et d'être là donc, pour partager avec nous ce moment de réflexion autour de ce qu'on appelle la démocratie participative. Merci surtout à Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, d'être parmi nous ce soir. Il vient de loin, l'Alsace c'est pas tout près. En sa qualité d'élu, il est très sollicité et pourtant il nous fait l'immense plaisir d'être là pour nous aider dans notre réflexion. Depuis de nombreuses années, il travaille sur ce concept de démocratie participative et surtout sur sa mise en œuvre concrète au sein de la ville dont il est maire. L'association Lunelien, dont l'objet social est de contribuer à une amélioration des conditions de vie et une plus grande justice sociale à Lunel, souhaite aussi que ces actions contribuent à sensibiliser ses habitants à la gestion de leur ville, en favorisant notamment l'information, la concertation, l'expression des besoins et des initiatives. C'est dans cet esprit que nous avons pris contact avec Joe Spiegel en lui parlant de notre ville et en lui demandant de nous apporter son témoignage. 3 temps dans notre soirée. Tout d'abord le témoignage de Joe. Puis vous pourrez lui poser des questions. Et enfin, autour d'une collation, nous pourrons, avec ceux qui le souhaitent, prolonger le débat. Notre conférence de ce soir était initialement prévue le 15 novembre. Nous avons dû la reporter, et entre cette date et aujourd'hui, chacun sait comment notre actualité a été bouleversée. Bien sûr, nous n'ignorons pas du tout ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes et ses conséquences sur notre société. Mais ce soir, avant peut-être d'en parler durant notre débat, nous tenons à ce que Joe Spiegel nous parle de la manière dont il s'efforce de mettre en œuvre la démocratie participative à Kingersheim. Merci encore à lui d'être là ce soir, et sans plus attendre, je lui donne la parole. Merci Jean-Pierre pour ton accueil. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence, que vous soyez élu vice-président du conseil départemental, semble-t-il, dans la salle, élu, citoyen, membre d'organisation. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous un témoignage, une vision, une démarche, une volonté. Et je voudrais vous dire d'entrée de jeu que je me présente avec vous, comme à chaque fois que je fais une intervention, avec beaucoup d'humilité. La même qu'il m'a fallu m'approprier lorsque nous avons voulu partager le pouvoir avec les habitants. Parce que je veux dire ici, aucune institution, aucune modification, aucune rénovation démocratique ne se fera s'il n'y a pas un travail sur soi pour passer du pouvoir sur, dominant, au pouvoir avec. Il y a un vrai combat personnel. J'aime d'ailleurs à dire que c'est un combat spirituel entre l'ego et le service. Est-ce que je suis dans l'ego? Est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans la pesanteur ou dans la grâce? La pesanteur, c'est toutes les passions tristes de la conquête du pouvoir. Ou est-ce que je suis dans la grâce, c'est-à-dire en accord avec moi-même, en unité avec moi-même, avec les autres, avec ce qui me dépasse pour créer de l'intérêt général et de soutenir l'intérêt général? Est-ce que je suis dans Eros ou dans Thanatos? Est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que je suis plus proche de Mandela ou est-ce que je suis plus proche de Trump? Donc c'est un travail personnel, d'engagement, de transformation personnelle, et je pense que, honnêtement, s'il n'y avait pas ce travail-là, on ne serait pas aujourd'hui sur des propositions d'un écosystème qui favorise les 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle du débat, de l'élaboration collective et de l'engagement, qui est beaucoup plus large que la seule décision. Et donc, juste un mot pour vous dire que je parle, je suis prof d'éducation physique à la retraite. Je pense que les sciences de l'éducation m'ont beaucoup aidé à travailler sur une démocratie de participation. Je pense qu'il faut s'inspirer de Montessori et de Célestin Freinet et de la pédagogie active pour considérer les citoyens comme des citoyens acteurs et non pas comme des gens dominés ou des gens passifs, et toute la question est là. J'ai pris la carte du Parti Socialiste en 1976, lorsque je suis arrivé totalement par hasard à Kingersheim avec mon épouse et mon chien qui s'appelait 800, parce que j'étais un spécialiste de 800 mètres. Et donc j'ai adhéré au PS parce que je voulais avec beaucoup de gens de ma génération changer la vie. Je respecte beaucoup les gens qui sont restés au PS, moi je l'ai quitté parce que je trouve que la vie a beaucoup changé le PS, mais j'ai beaucoup de respect pour les camarades qui y restent. Je pense que
j'ai quitté ce parti comme j'aurais quitté tout parti politique, et j'ai refusé la Légion d'honneur parce que je pense que le rôle politique, le rôle d'un élu, c'est d'épanouir l'égalité démocratique. Il ne peut donc pas être distingué. C'est pour moi même pas une question d'humilité ou de modestie, c'est qu'on ne peut pas être, lorsqu'on est acteur de l'égalité démocratique, être distingué. Voilà. Et en fait, en réalité, j'ai été élu sur une liste proportionnelle en 86, et j'ai essayé de capitaliser, puisque depuis 86, j'ai été élu conseiller général en battant le meilleur député de France dans mon canton, qui est très à droite. Nous avons gagné la mairie, qui est très à droite dans les élections nationales depuis 89, et renouvelée à chaque fois, avec près de 60% ou plus de 60% au premier tour. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce que je dis, non pas par fierté, mais je pense que les politiques devraient travailler sur deux choses concrètes. On est trop souvent sur le champ intermédiaire politico-politicien, on n'est pas assez sur ce que j'appelle la métapolitique, quelles sont les valeurs qui peuvent rassembler, et sur le concret. Je donne un exemple, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Pierre dans la voiture, ce faux débat sur la sécurité qui oppose la droite, la gauche, etc. En fait, pour moi, il y a juste un concept qui est compris par tout le monde, les gens de droite, du centre et de la gauche, c'est la question de respect. Et quand vous parlez ça, quand vous parlez de cela, quand vous parlez au cœur des gens, c'est une question de respect, vous rassemblez. Et du coup, derrière, votre responsabilité, c'est d'appliquer ce que j'appelle la légitimité par les résultats, et j'en arriverai dans quelques instants. J'ai aussi beaucoup travaillé au rassemblement sur la ville un instant. Sur la ville, je pense qu'il y a trois choses qui nous ont toujours guidés et qu'on n'a jamais cédé sur les convictions. Trois choses. On n'est pas une ville qui se visite, hein, il n'y a pas de vignoble, il n'y a pas de château, il n'y a pas de vignoble, pas de musée. C'est une ville qui ne se visite pas, et donc on appelle Paris une ville qui se vit. Donc on ne fera pas forcément des routes magnifiques, on n'a pas les plus belles routes de France et de Navarre. Par contre, on a investi dans l'humain, et ça du coup, ça a un coût, dans l'éducation, la culture, les solidarités. Deuxième axe très important sur lequel on ne transige pas, c'est la transition écologique qui s'adosse au plan climat que j'ai lancé quand j'étais président d'agglomération. Et ça montre aussi que c'est les territoires qui seront des espaces de transformation, y compris sur le plan climat. Et la troisième chose, travailler depuis 20 ans, dans le débat on pourra dire qu'est-ce qui était le déclic, il y a plusieurs choses qui ont été le déclic, sur la transition démocratique. Comment passer d'une démocratie providentielle, seulement électorale, partisane, passive, descendante, condescendante et infantilisante. Comment passer de cette démocratie-là, où on considère qu'on est garant de l'intérêt général, propriétaire de l'intérêt général pendant 6 ans, parce qu'on était élu. Alors qu'en réalité, nous sommes élus avec parfois 30% des inscrits, et certains même avec 18% des inscrits. Donc, comment passer de ça à ce que j'appelle une démocratie construction, qui est plus fort que la démocratie de participation. Parce que c'est vraiment l'idée que tout processus de décision est une construction. Et j'en appelle ici immédiatement à l'exigence démocratique. Parce que ce que je dis ce soir, l'invitation à la démocratie construction, c'est évidemment, c'est pas une chose aisée. Comme je disais à François, à la télé l'autre soir, c'est très compliqué, c'est difficile, c'est un pari compliqué, mais c'est fondamental. C'est plus une question d'option, c'est essentiel, où on va droit au mur, et c'est les chemises brunes d'ici quelques années. Donc je crois que c'est important de dire qu'on ne peut pas draguer les gens quand ils sont électeurs et les oublier quand ils sont citoyens. C'est une question d'éthique, de responsabilité. Et donc, j'ai essayé de rassembler aussi l'intercommunalité. Je suis un militant de l'intercommunalité. On a mis beaucoup trop de temps à arriver vers cette dimension la plus aboutie de la démocratie, qui est capable de coopérer. Non pas s'ignorer, s'affronter, mais coopérer. Sur le principe de subsidiarité, c'est de faire ensemble ce que les communes seules ne peuvent pas faire, et c'est sur la base d'une valeur tellement importante que nous partageons, qui est la solidarité. La fracture territoriale, ce n'est pas seulement le rural et l'urbain, c'est dans les agglomérations, on a une fracture sociale et territoriale. Selon que les communes vont arriver, les entreprises sur leur territoire, et ils ont la taxe professionnelle qui est maintenue, ou les autres qui sont des communes riches, dans l'agglomération mulhousienne, on a des communes très pauvres et des communes très riches. Et c'est un scandale de République, ça. Donc l'intercommunalité est un peu le rôle de péréquateur de solidarité pour avancer. Et je dis souvent que l'interco, c'est les valeurs de la République appliquées au territoire. Liberté communale, on y tient, régulée par l'égalité et transcendée par la fraternité. C'est dans cet esprit-là que nous avons décidé, alors que j'étais président de la communauté de communes du bassin potassique, de nous aborder pour faire une agglomération plus large et créer des services publics aux habitants. À quoi bon être bien entre gens élus, alors que le fond du problème, c'est comment s'organiser mieux pour être plus efficace au service des habitants. Et quand j'arrêterai la politique dans 1 an et demi, c'est sans doute une ou deux démarches dont je serai très fier,
d'avoir pu accepter de ne plus être président d'une communauté commune, mais d'avoir rassemblé l'agglomération pour que des villages qui n'ont jamais vu des balayeuses, qui n'ont jamais eu de périscolaire, qui n'ont pas eu de garde d'enfants, pas de crèche, eh bien c'est le même service public sur un périmètre d'une agglomération. C'est très important, je vais en témoigner, parce que c'est moi, on oublie souvent, j'ai eu beaucoup de presse ces derniers jours, ils sont tous soit sur la commune, soit sur le département, la région, très bien, sauf que la promesse démocratique aujourd'hui, la promesse des organisations, c'est le couple commune-communauté, à condition qu'on représente les territoires vécus. Et le territoire vécu pour les gens de Lunel, c'est pas seulement Lunel, c'est évidemment Nîmes, c'est Montpellier, c'est tout l'environnement territorial. Tout ça pour dire qu'en même temps, en 2006, nous avons lancé un des premiers plans climat, air, énergie territoriale. J'étais président de l'agglo. J'ai considéré que c'était la base même, que c'était le projet porteur, à la fois social et écologique. Je suis assez fier de vous dire que 12 ans après, nous avons baissé de 16% la consommation d'énergie sur l'ensemble du territoire. Et on a fait alliance avec les entreprises, les citoyens, les organisations. On a augmenté de 21% les énergies renouvelables et on a diminué de 43% la production de gaz à effet de serre, c'est-à-dire on est sur la temporalité du facteur 4 des accords de Kyoto. Vous savez, le facteur 4, que si on n'y arrive pas, et je pense qu'on n'est pas en train d'y arriver, je le dis ici, avec une tristesse infinie, une colère rentrée infinie, et je pense que, je reviens tout à l'heure, que cette question est centrale. On ne lâchera rien sur la question du climat, parce que c'est une question tout à fait essentielle. Entre-temps, il y a eu en effet, j'étais ensuite conseiller général, peu importe. L'important, j'aurais pu parler aussi de l'organisation des pouvoirs locaux, comment sortir de l'empilement, c'est des questions qui sont posées à toutes les échelles, mais je voudrais revenir à la question de, j'aurais été là le 15 novembre, peut-être que le discours passait moins, puisque entre-temps, il y a eu deux mouvements importants qui se sont créés, c'est les gilets jaunes, et je n'oublie pas aussi les marches pour le climat. Et il y a trois urgences qui nous viennent des profondeurs, c'est pas seulement depuis Emmanuel Macron, des profondeurs. C'est l'urgence sociale. Qu'est-ce que nous disent les Gilets jaunes? Ils nous disent, rien n'a changé depuis 30 ou 40 ans. On est dans l'humiliation, dans la frustration, et on en a marre. Et ce qu'on veut, c'est vivre dignement. Et ça fait référence à la question de la justice sociale, fiscale. Deuxièmement, il y a l'urgence climatique. C'est l'impératif catégorique. Et ça fait référence à notre valeur, qui est le respect. Le respect des générations futures, des enfants de nos enfants. Et puis, il y a l'urgence démocratique. Comment passer de cette démocratie que je critique, que je vois depuis 20 ans, vers une démocratie construction, vers une démocratie qui associe les citoyens. Et donc, ce qui est en jeu, en perspective, c'est quelle république, d'une manière ou d'une autre, ça arrivera sur la table, quelle république plus démocratique, plus sociale, plus écologique. Et l'idée, c'est comment fertiliser ces trois urgences-là, comment faire en sorte que la haute qualité environnementale ne sera pas sans haute qualité sociale, et il n'y a pas de qualité de tous, il n'y a pas de qualité démocratique. Et donc, tout cela, c'est un package. Et c'est important de créer les conditions d'un nouveau logiciel politique. Je dépasse le cadre de mon intervention, mais je suis un élu local qui essaie de penser global et qui sait aussi que c'est les territoires qui vont être essentiels. Les territoires vont être les espaces de transformation. C'est à partir des territoires qu'on pourra changer d'échelle et partir des porteurs de cause pour réussir des politiques nationales et européennes. Mais je crois profondément, et ça on ne le dit pas dans un pays jacobin, et que la décentralisation n'est pas assez loin, ce sont les territoires qui sont les espaces de transformation. Et je voudrais dire combien des gens ont milité avant l'émergence de ces trois urgences, des innovateurs démocratiques, des associations, des collectivités, je pense à Saillant qui est une commune amie, Rennes, Grenoble et d'autres, des acteurs de la transformation sociale, sans doute y en a-t-il dans la salle, qui se sentaient orphelins depuis très longtemps politiquement. Je pense aux prophètes et aux petites mains de la conversion écologique. Bref, le discours que je tiens aujourd'hui, c'est un discours qui s'inspire aussi de ces milliers de femmes et d'hommes, parfois des millions de femmes et d'hommes, qui ont compris la question de la crise démocratique, la crise climatique et la crise sociale. Dans le cheminement qui est le mien, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que j'ai perdu toute certitude. J'ai perdu toute certitude, mais j'ai gardé des convictions. Au nombre de 3, et elles sont à relier à la question démocratique. Premièrement, il faut relier démocratie et exigence. J'aime à rappeler que tant que la démocratie est un stade infantile, il ne faut pas s'étonner que les gens prennent la politique pour une cour de récréation. Et l'exigence démocratique, c'est comment passer d'un alphabet politique d'une affligeante pauvreté
vers une grammaire démocratique épanouissante. Comment passer d'un alphabet politique, posture, affrontement systématique, vers une grammaire démocratique sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Et cette question de la transformation de l'exigence démocratique est très, très importante, très difficile. Comment, et c'est une question, c'est une obsession dans notre équipe municipale de se poser des questions au début de séquence démocratique. Comment associer les citoyens au processus de décision? Première question qui doit être posée lorsqu'on met en agenda un projet. Comment j'associe les citoyens, les experts, les organisations, les pouvoirs intermédiaires, tout cela ensemble? Deuxièmement, comment construire du commun à partir de la pluralité et à partir de la multitude? Comment construire du commun? Comment coproduire de l'intérêt général dans un monde quand même marqué par l'individualisme? J'y reviendrai de quelques instants. Comment susciter de l'intelligence collective? On a des ingénieurs dans nos communes, dans tous les champs disciplinaires, mais pas des ingénieurs pour construire un débat intelligent, pour préparer une séquence démocratique, comme si ça laissait au bricolage, au bon vouloir des uns et des autres. Deuxième exigence importante, je pense qu'il faut conjuguer démocratie et transformation. Il n'y a pas de démocratie, je le dis ici, sans projet de transformation. Et s'il y a une démocratie sans projet de transformation, ça s'appelle la réforme. Les gens en ont marre des réformes parce que ça se traduit par des régressions. Et à l'inverse, il n'y a pas de transformation sans démocratie. On ne fera pas de transformation sans les citoyens, sans les organisations, sans les syndicats, sans les forces vives. Il faut arrêter cette idée de discours descendant, on va transformer le pays à partir d'une décision qui vient d'en haut. Ça, c'est fini. Et donc, c'est très important. Et quand je parle de démocratie, je parle aussi d'engagement. Moi, je suis très proche d'un mouvement qui s'appelle le Pacte civique, et qui stipule qu'il n'y a pas de transformation durable sans l'engagement des politiques, sans l'engagement des organisations au sens très large du terme, et sans l'engagement des citoyens. Ça dénote complètement des promesses démagogiques des élus lorsqu'ils se présentent aux élections. Dans mes braves gens, on fait à votre place. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir la modestie de dire que peut-être on est juste des catalyseurs du pouvoir d'agir. Et donc pour nous, c'est important de considérer qu'au consensus mou qui sont décidés dans l'entre-soi de quelques élus, il faut substituer des compromis dynamiques, c'est-à-dire qu'il faut avancer la société qui s'inscrivent dans le difficile cheminement avec les habitants et avec toutes les forces vives. Troisième élément important, je pense qu'il faut fertiliser démocratie et sens. Notre société est en quête de sens. Et je pense, je dis ici, ma conviction que toutes les idéologies, qu'elles soient libérales ou étatiques, ont échoué d'avoir oublié cette dimension de sens. Pourquoi, pour qui et pourquoi en deux mots. Oublier cette dimension d'intériorité, cette dimension de grandissement personnel, cette dimension de refus absolu de l'inhumain. Et ceci, chacun le dit à sa façon. On a beaucoup dit que dans les ronds-points de France, on parle de pouvoir d'achat. Moi, je pense que c'est plus que ça. Les gens veulent vivre dignement, c'est le pouvoir de vivre dignement. C'est pas les affreux consommateurs, les gens qui sont dans les ronds-points. Ils ont envie juste de vivre dignement. Quel est le sens de cette vie quand elle s'arrête le 15 du mois? Et quel est le sens d'une vie quand on ne peut pas être généreux? J'entends avec émotion ces personnes âgées dans les ronds-points de France dire « quand je dépasse les sous pour aller en déplacement voir mes enfants, j'ai plus rien pour acheter à mes petits-enfants ». Quelle est cette société où les grands-parents ne peuvent pas être grands-parents? Parce que moi, mon ambition, c'est d'être un bon papy, parmi les bons papys d'ici 18 mois quand j'arrêterai la politique. Mais qu'est-ce que c'est que ces papys qui ne peuvent pas payer des cadeaux à leurs petits-enfants? Donc, pour moi, c'est symbolique. C'est peut-être caricatural, mais c'est quand même une réalité. Eh bien, quand on restitue ces trois relations-là, exigence, transformation et sens, alors on pose trois sujets qu'on ne pose jamais en politique, jamais en démocratie. La question, on a parlé tout à l'heure, le commun. Le commun, il n'y a pas plus difficile. Le commun, et que les choses soient très claires dans notre séquence démocratique, le commun, pour moi, construire le commun, ce n'est pas l'addition des envies, ce n'est pas la sommation des égoïsmes, et ce n'est pas une moyenne des avis. Donc vous voyez la difficulté. Comment on peut construire des compromis dynamiques si ce n'est pas l'addition des envies, parce que jamais ça. Deuxième question importante, la question des limites. Un jour, un candidat présidentiel disait que tout est possible. Dire que tout est possible est un déni de la démocratie. Et de la même façon, il faut un cadre pour chaque séquence démocratique. De la même façon, il faut militer pour des limites. Qu'est-ce que c'est que cette société de l'hubris, de la démesure, de patrons qui gagnent 400 fois le salaire des ouvriers? C'est juste inacceptable.
Et puis la troisième chose importante, j'aime bien parler de transcendance républicaine. Quand on est dans le débat public, on n'est pas pour sa pomme. On est capable de dépasser le quant à soi. Et cette dimension me paraît importante, notamment lorsque je pense qu'aujourd'hui que le système néolibéral, la marchandisation des consciences, le matérialisme dominant a créé un monstre fait à la fois d'inégalité sociale et d'individualisme privé. C'est pour ça que je pense que le combat pour l'égalité est le même combat que la citoyenneté. J'en arrive progressivement à ce qu'on propose dans notre commune, mais auparavant, je voudrais vous dire quels sont les impératifs qui guident notre action. Nous avons construit en 20 ans, par essai-erreur, par aller-retour entre la pensée et l'action, il se trouve en aller-retour entre le silence et l'engagement. Il se trouve que j'ai compris il y a 20 ans qu'un élu ne devrait pas être tout le temps dans l'occupationnel, comme s'il avait peur d'une fuite en avant, comme il avait peur du dernier rendez-vous, celui de la mort. Je ne veux pas faire de la psychanalyse de petite mesure, mais l'occupationnel, toujours fuir en avant, alors qu'en réalité, on a besoin de se poser à un moment donné, de faire silence, pour mieux comprendre comment agir, comment se transformer, comment travailler mieux avec les habitants. On a souvent fait des séminaires en municipalité, c'est comment prendre soin les uns des autres dans nos processus de décision, entre nous. Et donc, cette dimension d'impératif est importante. Premier impératif, il faut donner à la démocratie toute sa promesse. Et je n'ai pas trouvé mieux que la définition d'Hannah Arendt, la philosophe de la responsabilité, qui disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est-à-dire, elle est partout, tout le temps. Elle est dans ma famille, elle est dans mon quartier, elle est dans ma ville, elle est dans... Bref, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux politiques. La démocratie, c'est l'affaire de tous. Deuxièmement, pour que la politique ne soit pas l'affaire de quelques-uns, il faut en effet que la démocratie soit l'affaire de tous. En d'autres termes, la démocratie construction que je revendique est une démocratie continue, réelle, effective. Troisième impératif, la démocratie électorale a montré ses limites. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas d'élection. Je pense qu'il faudra toujours une représentation. Le problème, c'est que si la représentation ne représente plus rien, ou que 18%, ou que 30%, et que la conquête du pouvoir se traduit souvent par les mêmes ingrédients que le commerce et que le marketing commercial, c'est-à-dire la séduction pour gagner et quitte à ne pas pouvoir tenir les promesses et donc derrière le désenchantement, la caricature notamment pour les extrêmes, pour dire plus c'est gros, plus c'est facile, plus ça passe, ou encore la posture que j'ai vécue aussi quand j'étais conseiller général d'opposition, c'est-à-dire au fond on ne cherche pas la vérité, on essaie de trouver les arguments pour soit rester au pouvoir, soit pour prendre le pouvoir. Ça, c'est les limites d'une démocratie strictement électorale, et ça pose donc la question de la légitimité d'une décision. Or, moi je prétends aujourd'hui que la légitimité d'une décision ne provient plus de qui la prend, seulement de qui la prend, mais de comment elle est prise. Il faut donc construire une légitimité pour chacun des projets. Ça renvoie à la charte du renouveau démocratique que nous avons votée en 2015 suite à 15 ans de travail. Si cette légitimité électorale a ses limites, il faut travailler sur 3 autres légitimités qui me paraissent essentielles. Je vais les dire ici. La première légitimité, c'est une légitimité par les résultats. Les gens ne supportent plus la culture des promesses non tenues. Les résultats, qu'est-ce que ça a changé concrètement en 30 ans, 40 ans pour les gens les plus modestes? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Et je pense que la première légitimité qu'attendent les gens aujourd'hui, des politiques, c'est des résultats. C'est pas des discours, c'est des résultats. Deuxième légitimité, c'est la légitimité par le symbole. Et ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre. On s'est converti à des pratiques, des comportements, des politiques publiques complètement différentes. Et je dis aujourd'hui, face à la crise qu'on va arriver, il faut mettre de la modestie, de la simplicité, de la sobriété, de la transparence, de la bienveillance, de l'écoute dans nos comportements, dans nos attitudes, dans les politiques publiques. Je donne 5 exemples. Premier exemple, chaque semaine, je fais une permanence du maire. Pas besoin de s'inscrire, les gens viennent. Et pendant cette permanence, je n'ai pas de téléphone, j'ai un stylo, j'ai une feuille. Et je me mets à l'écoute. Parfois, en été, je me mets à l'écoute en allant avec mon vélo dans les quartiers. Mais l'important, c'est d'avoir cette position de l'élu simple qui se met à l'écoute des habitants. Je raconte une anecdote. L'autre jour, il y a une personne qui était venue, elle tremblait. Elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Mais c'est la première fois que je suis devant le maire. Je dis, madame, moi j'ai la même angoisse que vous parce que je ne suis pas sûr de pouvoir répondre positivement à votre demande. Quand on a dit ça, on s'est mis
à pied d'égalité. Deuxième exemple, la sobriété. Pendant longtemps, j'ai organisé les vœux du maire. J'étais content que dans notre commune, 1000 personnes se déplacent dans la salle des fêtes qui s'appelle le hangar. J'ai travaillé les discours, parce que je suis plutôt un laborieux, donc j'ai beaucoup travaillé mes discours pendant tout Noël, enfin voilà. On a organisé les spectacles, les petits fours et tout ça, super sympa, content. Et un jour, ma femme me dit, c'est la moins aficionados, hein, c'est la plus critique, heureusement. Elle me dit, à ton avis, Joe, pourquoi les gens viennent nombreux? C'est pour tes petits fours ou pour ton discours? Et la réponse est dans la question. Et du coup, les vœux des maires deviennent les vœux de Kingersheim. C'est-à-dire, à l'extérieur, un concert, un spectacle, 1500 personnes qui se souhaitent la bonne année. Pourquoi le maire serait-il là pour souhaiter de son piédestal la bonne année aux habitants? Ambiance magnifique, on a des retours de presse absolument géniaux. C'est exactement le sens de plein pied. C'est le plein pied. Troisième exemple, la simplicité. Je peux vous dire qu'en tant que conseiller général régional, j'en ai coupé du ruban. Mais j'ai pris conscience que c'est une image qui ne passe pas. Vous savez, ce coupé de ruban, vous avez le sénateur du coin qui n'y est pour rien, le député qui n'y est pour rien, la région, lorsque ça va bien, pour 7%, le département 20%, ça dépend des départements, et puis l'élu local qui trouve à peine sa place pour porter le ruban. Évidemment, il faut toutes ces personnes, parce que le ruban pèse des tonnes, bien sûr. Et en fait, on ne fait plus de coupé de ruban, on ne fait plus d'inauguration depuis presque une dizaine d'années. À la place de ça, on fait des temps d'appropriation par les habitants. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons réalisé, nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous faisons, nous sommes au service des habitants, du bien commun et de la ville. Et quand les choses sont faites, ça appartient au public, à l'espace public, et on a fait notre job. Et c'est ainsi qu'on essaie de réfléchir sur des temps d'appropriation très différents pour que ça corresponde au public et à l'intérêt du moment. C'était le troisième exemple. Quatrième exemple, la transparence. La transparence. Lorsque nous voulons remplacer le personnel technique qui part à la retraite, qui part en vacances en été, il y a une centaine de lycéens qui sont candidats. Mais depuis presque le début de mes mandats, j'ai considéré que, en vertu de quoi vais-je pouvoir décider d'offrir 30 emplois sur 100? Comment je vais décider? Et en réalité, on fait un tirage au sort à la maison de la citoyenneté. Transparence. Les gens ne supportent plus l'opacité, le clientélisme. Et je pense qu'il y a des symboles qui valent tous les équipements sportifs, culturels qu'on peut mettre en place. Et souvent, les jeunes viennent avec leurs parents. Je dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vu des parents pleurer quand leur gamin était tiré au sort. C'est évidemment pas le meilleur des systèmes, mais au moins c'est transparence et l'égalité de chance. Les gens ne demandent pas grand-chose. Ils demandent juste d'être traités équitablement. Et c'est ça que ça veut dire. Tirage au sort. Dernier élément, la bienveillance. On pourra parler des rencontres en quartier qu'on a organisées en juin et juillet, où nous avons permis aux habitants d'être en table de discussion avec 2 thèmes sur 3 quarts d'heure chaque fois. Le thème, cahier de doléances. Qu'est-ce qui ne va pas bien dans votre rue? Qu'est-ce qui ne va pas bien dans votre quartier? Qu'est-ce qui ne va pas bien dans la ville? Au bout d'un 3 quarts d'heure, post-it, on remplit le cahier de doléances. Les services sont en train de travailler dessus pour faire un spécial Kingersheim Magazine pour la restitution, mettre ça sur le site internet, parce qu'évidemment, il n'est pas pire d'entendre et de ne pas répondre derrière. Et puis, deuxième partie de la soirée, c'est les cahiers de bienveillance. Les cahiers de bienveillance. En quoi nous sommes bienveillants avec les autres, en quoi nous bénéficions de la bienveillance des mondes associatifs. Ça change complètement les donnes et ça revient au fil conducteur, qui est la pierre angulaire de notre démarche à Kingersheim. Comment passer du jeu au nous? Comment passer du jeu, du singulier à l'universel? Et cette dimension est très importante. De la même manière, cette question de la bienveillance, on va l'établir au sein de notre mairie, puisqu'on a créé un poste de manager du bonheur, en temps partiel. C'est en plus quelqu'un qui travaille au service événements et culture, qui est plutôt dans la méditation de pleine conscience. Et nous avons considéré que la bienveillance est sans doute une réponse forte à un organigramme qui n'est pas hiérarchique, et pas seulement fonctionnel. Comment les différents services viennent, sur le temps de travail, travailler sur la question de la bienveillance, soit par la méditation pleine conscience, soit autre. C'est incroyable, comme les gens nous reviennent en disant « mais c'est du bonheur ». Parce que je pense qu'il faut créer les conditions du bonheur au travail. Et les gens, il y en a qui viennent avec la boule au ventre au travail le matin. Eh bien, comment créer les conditions pour que les gens soient heureux au bonheur? Voilà, et donc cette démocratie, c'est une démocratie de construction. Elle se veut interactive, continue, réelle. Elle se veut lente, et je le dis de manière provocante. Ça n'a rien à voir avec la réactivité du service public.
aux rencontres en quartier, la première satisfaction des gens, ça a été la réactivité par le personnel communal. Dans toutes les réunions en quartier, les gens ont dit la satisfaction de la qualité du service public, qui a un coût, mais la réactivité, la compétence, le dévouement des services, ça a été... Tout le monde en parle. Et parce que pour moi, c'est important que le service public soit de qualité, soit réactif. Ça n'a rien à voir avec la maturation qu'il faut pour prendre une bonne décision. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plaider pour une slow démocratie. C'est-à-dire que pour prendre en compte les aspects essentiels de l'espace public, la complexité dont parlait Pierre Morin, l'altérité et la maturation, il faut tout cela pour aller au fond des problèmes, pour aller au fond des sujets. Et tous les simplistes, tous les démagos, tous les populistes, tous les extrémistes vous diront toujours que les choses sont simples, qu'on peut prendre vite une décision. Il y a parfois des décisions symboliques à prendre. Je pense par exemple sur l'ISF, moi je prendrai une décision très claire, mais en même temps derrière, se donner le temps pour réfléchir, peut-être, territoire par territoire, on peut en parler tout à l'heure, sur comment construire une nouvelle république, plus démocratique, plus sociale, plus écologique. Troisième chose importante en matière de démocratie-construction, pour moi, il faut qu'elle soit édifiante. Évidemment, c'est de l'ordre de l'utopie, mais je pense que le propre de l'homme, c'est ça, c'est être dans la capacité de construire des choses positives. Eh bien, pour moi, une démocratie édifiante, c'est de permettre, dans toutes les séquences démocratiques, la transitivité entre le je et le nous, entre mon cas particulier et l'intérêt général, entre la culture, la dictature de l'immédiat et la vision à long terme. C'est très important. Et du coup, quand vous dites ça, eh bien, le rôle ou l'attitude de l'élu va changer. Il ne fera plus pour les habitants, il fera avec les habitants. Il ne sera pas dans un face-à-face stérile, infantilisant des réunions de quartier classiques où les gens peuvent juste poser la question sur les gendarmes couchés ou sur les crottes de chiens, laissant inconsciemment aux élus de prendre des décisions structurantes, alors qu'en réalité à Kingersheim, toutes les décisions doivent faire l'objet d'une séquence démocratique. Eh bien, sortir de ce face-à-face infantilisant vers un côte-à-côte coproductif, les élus parmi les citoyens, parmi les experts, parmi les organisations, sortir aussi du tout ou rien qui fonctionne nulle part. Dans ma vie personnelle, franchement, c'est pas tout ou rien. Hein. Dans ma vie de couple, je dirais c'est pas tout ou rien, c'est des compromis dynamiques. Et donc, le rôle de l'élu va changer. Il ne sera pas seulement décideur, il sera décideur. C'est la noblesse du politique de prendre à un moment donné la décision, de trancher, et toute décision est une forme de renoncement. Mais par contre, il sera, avant d'être dans la décision, il sera animateur, au sens générique du terme, du processus de décision. C'est ainsi que je vois deux phases complémentaires, la phase décisive, de concertation, de réflexion, de débat, de co-construction, et la phase décisionnelle. Aujourd'hui, on suspend systématiquement le conseil municipal pour que les conseils participatifs, dont je parlerai dans quelques instants, puissent émettre leurs conclusions et pour que les conseils municipaux puissent prendre la décision. Et donc, il y a un impact réel entre la phase décisive de concertation des citoyens et la décision du conseil municipal. Si ce n'est pas le cas, autant pas le faire. Autant pas se moquer des gens. Ils sont aussi, je pense, les élus, il faut qu'ils arrêtent, et l'offre démocratique depuis 30 ans, ça a été ça, d'avoir comme horizon l'individu, comme horizon de tout, client, consommateur, électeur, alors qu'en réalité, ils doivent le prendre pour des citoyens. C'est-à-dire qu'on ne sera plus des fournisseurs seulement de services publics, mais aussi des catalyseurs du pouvoir d'agir des citoyens. Comment favoriser l'empowerment des habitants dans notre commune. Il sera en réalité à l'agir public ce que Montessori, Célestin Freinet auraient été à la pédagogie active. Et donc, cette démocratie-construction, c'est d'abord et avant tout un acte de foi en la capacité de chaque personne, dans sa singularité, d'apporter sa part d'inventivité, sa part de créativité, sa part de résilience. En un mot, c'est de faire en sorte de solliciter le meilleur de soi-même pour construire du commun. Comment on le fait? 5 balises dans cet écosystème. 5 balises qui sont un peu ce qui nous éclaire dans nos pratiques démocratiques. La première balise, c'est un lieu dédié aux pratiques démocratiques. C'est la Maison de la Citoyenneté qui a été construite en 2006. J'ai fait le constat qu'il y avait des lieux pour toutes les activités humaines, des écoles pour les enfants pour apprendre, des usines pour produire, des stades pour faire pratiquer le sport, des salles de spectacle pour la culture. Il n'y avait pas de lieu dédié, sinon par une seule petite salle du conseil municipal, pour pratiquer la démocratie. Eh bien, la maison de la citoyenneté de Kingersheim, c'est autant la maison des citoyens que des élus, autant la maison de la concertation que de la décision. C'est celle où les citoyens sont chez eux.
Là, les Gilets jaunes me demandaient une salle, j'ai dit, naturellement, c'est la maison de citoyenneté qui porte bien son nom. Cette maison de citoyenneté, c'est la maison de toutes les ressources démocratiques. Celle des habitants, celle des organisations et celle des élus, pour classifier en gros. Voilà. C'est aussi le lieu de 3 cultures politiques, 3 cultures démocratiques qui existent en nous, qui existent entre vous, qui dans notre pays s'ignorent singulièrement et très souvent s'affrontent. Et l'idéal démocratique, je le disais l'autre soir à la télé, l'idéal démocratique dans notre commune, c'est faire en sorte que ces 3 types de cultures puissent se fertiliser. Il y a d'abord, et c'est représenté d'ailleurs, par les 3 espaces de la maison citoyenneté, vous traversez le parvis Jean Moulin, qui représente la culture de l'indignation, de la résistance, de la critique, du contre-pouvoir, culture très importante, culture de la résistance. Vous traversez l'espace Jean Jaurès, qui représente la culture de l'utopie, de ce qui est à devenir, de la vision. Et puis vous arrivez à l'Agora Pierre Mendès France, qui est la culture du principe de réalité, de l'éthique de responsabilité. Eh bien, l'idée, c'est de fertiliser ces points de vue. Quand les gens viennent en colère, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Elles rencontreront à un moment donné quelle utopie, mais ensuite, quel principe de réalité. Et donc, c'est la fertilisation de ces 3 cultures qui forment pour moi l'idéal démocratique. Deuxième balise importante, c'est des temps, ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie. Contrairement à ce qu'on pense, mais vous en êtes un contre-exemple, il n'y a pas autant de désir démocratique qu'on peut l'imaginer. De voir une salle remplie comme ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour la démocratie. Mais autant les gens sont prêts à donner un avis, y compris pour un référendum ou pour une élection, autant c'est autre chose que de s'inscrire dans une séquence démocratique qui dure 18 mois. Donc comment construire, comment susciter le désir démocratique? Je vais peut-être revenir rapidement sur les 5 Olympiades qu'on a vécues et qui ont été suivies de réussite, toujours relative. La première, c'était en 98. En 97, j'étais candidat aux élections législatives et j'ai failli gagner sur une triangulaire. Heureusement que je n'ai pas gagné parce que je ne tiendrai pas le discours aujourd'hui que je vous tiens. Et donc, en 98, j'ai décidé d'aller à pied rencontrer tous les habitants de maison en maison, d'appartement en appartement. Dans la tête, j'avais l'idée, et c'était la prise de conscience de tas de choses personnelles, discernement sur l'action politique était la nôtre, la conscience de la crise démocratique. Et je suis allé rencontrer les habitants, préparés d'ailleurs par tous les services, information boîte aux lettres, le maire viendra chez vous de 14h à 18h, de 8h à midi. Je peux vous dire, l'été était très chaud en plus, et parfois c'était un peu compliqué, mais je rencontrais, en gros, j'avais un timing d'une centaine de personnes à voir dans l'après-midi, autant le matin, parce que c'est 13 000 habitants. Et donc, j'avais une double ambition, c'est de marquer symboliquement la proximité de l'élu par rapport aux habitants. Et quand je dis l'élu, c'est l'entreprise mairie, c'est la mairie, c'est les élus. Et en même temps, de solliciter les habitants de se confronter à ce qui nous est commun, parlons ensemble de notre ville. Et donc, en prenant en compte les petits problèmes, 300, qui ont coûté 300 000 francs à l'époque, parce que le soir, je dictaphonais, ça allait dans les services, réponse pas quasiment dans les 10 jours. Mais en même temps, je distribue un questionnaire, parlons ensemble de notre ville. C'est-à-dire, inviter les habitants à être citoyens de la commune à part entière, et pas seulement les élus. Et donc, on a fait un questionnaire très iconoclaste, les impôts, les logements sociaux. 43% des gens ont répondu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la proximité, c'est le maire lui-même qui l'a distribué. 43% des gens ont consacré en famille une demi-heure pour remplir ce questionnaire, parce que c'est un questionnaire approfondi. Après, restitution ville, ils n'ont pas restitution quartier, 3 restitutions ville, à chaque fois 300 habitants dans la salle. J'ai dit, bon, ce soir, je ne prends plus les questions personnelles, c'est le débat politique sur la culture, la sécurité, l'éducation, etc. Ceux qui ont encore des suggestions, une boîte à idées, mais on est là ce soir pour travailler sur la restitution d'une part et sur le débat politique au sens noble du terme. C'était 98, c'était un moment très important. Maturation, 2004, nous allons lancer ce qui s'appelle aujourd'hui la démocratie continue, les états généraux permanents de la démocratie. À l'époque, il y avait encore le téléphone à fil, et donc je pouvais laisser un message à tous les habitants à un moment donné, en disant qu'on va vous distribuer un King Size Magazine. C'est en fait un roman photo qui a permis de susciter beaucoup d'intérêt aux habitants, et qui a permis de susciter la question de quelle grammaire démocratique vous voulez dans votre commune. C'est à partir de cette consultation-là, où 42% des gens ont répondu ensuite, grâce à ce coup de fil et à la distribution de ce spécial il y a 5 mois, que 43% ont répondu sur le mode, la grammaire démocratique qui pouvait être la leur. Et donc, quand je parle de grammaire démocratique, elle est assise sur cette consultation-là.
En 2011, nous avons décliné, je veux dire par là que les États généraux, c'est aussi l'idée de dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, qu'elle naît à chaque fois qu'il y a un projet à mettre sur la table. Elle est naissance. C'est un thème très arendtien. Anne Arendt parlait beaucoup de pouvoir commencer. Et c'était donné l'occasion, et c'est une offre démocratique, ce n'est pas une obligation, de permettre à chacun des habitants d'être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. C'était le sens des États généraux permanents de la démocratie, qui reste notre soubassement. Ensuite, en 2011, nous avons décliné le pacte civique à l'échelle locale grâce à un forum ouvert, un peu style Colibri, avec une animatrice d'ailleurs de l'équipe des Colibri, pour permettre aux habitants de décliner les valeurs du pacte civique. Le pacte civique dit comment construire une société créatrice de sens, sobre, juste, fraternelle. Comment on peut mobiliser à la fois les politiques, les citoyens et les organisations par rapport à ça. Et on a fait 3 fois, on a squatté le hangar pour 3 forums ouverts. C'est à peu près de 700 personnes qui se sont déplacées avec un marché aux idées, après des propositions qui s'inscrivent dans la durée. J'avoue que c'est sans doute la démarche qui a été les moins intéressante dans le suivi. Un peu trop forum ouvert, je dirais. Et beaucoup de gens sont engagés, qui sont engagés à rien du tout derrière. Donc là aussi, il faut faire attention, des idées comme ça généreuses. Je préfère aussi toujours voir comment on peut cadrer, donner un but, quels moyens, quelle opportunité. Et puis, en 2015, voyant qu'en fait, viennent à nos réunions, à nos séquences démocratiques, souvent les TLM, toujours les mêmes. Et souvent les retraités. Et nous sommes nombreux dans cette salle. Potentiels citoyens fantastiques, mais on ne représente pas toute la société. Et je me suis dit, on va repartir à pied, cette fois-ci pas tout seul, le groupe municipal, plus ce qu'on appelle les agoracteurs, les citoyens engagés au sein du Conseil communal de la démocratie, qui a été créé à cette occasion-là. On a fait du porte-à-porte. Pourquoi porte-à-porte? Pour toucher ce que certains appellent les invisibles. Les invisibles qui aujourd'hui veulent se rendre visibles sur les ronds-points. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont sur les ronds-points. Et ces mêmes invisibles que je n'arrive pas à toucher en fait. Je dois reconnaître, il y a des échecs dans ma démarche, c'est que malgré la bonne volonté, même dans les rencontres en quartier, on a eu des gens, beaucoup qui étaient venus. Mais dans ces processus, on a proposé une vingtaine de projets et aux habitants de proposer des projets pour faire et pas seulement pour décider ensemble. J'avoue qu'on n'a eu que 275 retours après avoir rencontré 5600 foyers. C'est peu. En même temps, c'est beaucoup, parce que ça a créé un élan derrière. Voilà. Et donc, cette démarche Agora 15-20, débat démocratique 2015-2020, continue, était un moment important parce qu'au moins, on a essayé cela, mais en même temps, on a fait en sorte qu'on a systématisé les équipes projets en amont des séquences démocratiques. Il n'y a pas un projet qui ne soit pas porté par des habitants, des agoracteurs, un porteur politique et un technicien. De sorte qu'on a toujours l'hybridation des ressources pour créer les conditions du débat. On a créé un conseil communal de la démocratie, c'est lui qui est chargé de mettre en avant, de mettre en agenda les séquences démocratiques, de les évaluer, de les suivre. Ce conseil communal de démocratie est formé de 30 habitants particulièrement intéressés, engagés, la municipalité et les associations fédératrices. Donc c'est un conseil totalement optionnel, qui n'existe nulle part ailleurs, mais qui pour moi est fondamental. On se réunit quasiment toutes les 6 semaines pour organiser, suivre, évaluer le processus de décision. Et il a été précédé, cette séquence Agora 15-20, par une charte de renouveau démocratique qui est largement transférable à toutes les échelles, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut transférer l'expérience King of Simon ailleurs? Oui, en tout cas l'état d'esprit. L'état d'esprit qui se résume en 5 principes. Le premier principe, c'est pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections plutôt que pour les seules élections. Deuxième principe, associer systématiquement les citoyens au processus de décision plutôt que de rester dans l'entre-soi des élus, des clivages partisans souvent artificiels. Troisième principe, et ça rejoint la démocratie édifiante, comment fertiliser les points de vue différents, c'est-à-dire mettre sur la table des désaccords pour construire des accords, ça demande du temps, ça accepte le conflit, il faut passer comment fertiliser les points de vue pour construire des compromis dynamiques au conseil municipal. Quatrième élément, comment sortir de cette démocratie providentielle pour susciter, accompagner le pouvoir d'agir des habitants. Cinquième principe, comment retrouver le sens du débat, c'est-à-dire l'éthique de la discussion. Comment apprendre à s'écouter, à se parler, à échanger, à accepter le conflit, à accepter les différences,
à avancer, ce que j'appelle une démocratie de fraternité. Vous allez me dire, je suis un super utopiste, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense que d'ailleurs, la fraternité, c'est une valeur fondamentale qui permet à la liberté de ne pas être la liberté pour soi, mais la liberté à tous, faire en sorte que l'égalité, ce n'est pas de l'égalité pour moi, mais aussi des droits et des devoirs. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, et je ne pourrais même pas parler. Aujourd'hui, je suis au stade où je dis qu'il faut mettre un qualificatif derrière le mot démocratie. Et pour moi, le qualificatif, c'est une démocratie de fraternité, qui est excessivement exigeante, capable d'être dans la différence et construire des compromis. Pour moi, c'est très important. Et donc, cette charte du renouveau démocratique nous porte. La quatrième balise, c'est en fait le cœur du processus. Il n'y a pas un projet, pas une décision structurante qui peut être prise sans être précédée par une phase décisive de débat, de coélaboration, de co-construction. Et tout projet, ça veut dire une séquence démocratique. Toute séquence doit être décisive, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et toute séquence doit s'appuyer sur une grammaire aboutie. Et je ne valide pas avec le conseil communal la séquence s'il n'y a pas une proposition sur la fiche action portée par les élus et par les habitants qui essaie de valoriser les 5 éléments importants de cette grammaire démocratique. Quand le projet mis en agenda par la municipalité dans le cadre du contrat municipal sur la base duquel il est élu. Moi, je n'oppose pas une démocratie de représentation et une démocratie de participation. Quand c'est nous qui mettons en agenda, il faut, la première condition, donner du sens. Je dis souvent aux adjoints, vous n'êtes pas dans le sens, vous êtes dans le budget, vous êtes dans studier, mais pas dans le sens. Pourquoi vous mettez en agenda tel projet? Quand c'est un projet qui est porté par une pétition, alors là, notre attitude, c'est se mettre à l'écoute. Ça, c'est le premier point. La deuxième exigence démocratique, c'est organiser le débat. Quand je dis organiser le débat, ce n'est pas du bricolage. Je peux vous donner l'exemple, lorsqu'on a organisé le débat pour réfléchir à l'implantation d'un lieu de culte musulman porté par une association, je peux vous dire que la réunion publique a été préparée. Et que si vous ne la préparez pas, vous risquez le bricolage absolu, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Donc c'est important de dire le débat. Troisième niveau, et c'est le niveau, la pierre angulaire de tout processus de décision, et ce qui n'est quasiment jamais pratiqué en France. On parle maintenant de co-construction, mais dans la réalité, la phase de co-construction est la plus importante. Elle est portée par ce que j'appelle les conseils participatifs, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Et puis le dernier niveau, c'est l'engagement. Et je considère que la décision d'un conseil municipal n'est pas plus importante que l'engagement d'un citoyen lorsque, par exemple, il a choisi la sobriété par rapport au climat. Je trouve qu'il n'y a pas à mettre en avant une décision politique plus qu'un comportement individuel ou plus qu'une décision d'une organisation. On n'est pas dans une différence de degré, on est dans une différence de nature. Donc ça entraîne aussi un peu de modestie par rapport aux politiques. Et on n'est pas les seuls à faire. Les scénarios négawatts sur le plan climat montrent qu'en réalité, on réussira la transition énergétique que s'il y a de la substitution énergétique, de l'efficacité énergétique, mais aussi de la sobriété. Et la sobriété, c'est les habitants. C'est la transformation personnelle. C'est accepter de diminuer d'1 degré pour diminuer de 7% la consommation d'énergie, par exemple. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette taxonomie démocratique, se mettre à l'écoute, débattre, co-construire, s'engager. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut travailler sur les transformations en profondeur. Quatrième balise, les outils. Les outils, c'est presque du détail, sauf qu'il faut qu'ils soient proportionnés, appropriés à la séquence démocratique que vous allez ouvrir. On a quasiment expérimenté toutes les formes d'outils, conférences de consensus, jury citoyen, pour le vote électronique par exemple, on peut raconter cette histoire, elle est magnifique. C'est comment une différence, comment un élu de l'opposition, lorsqu'on a mis en agenda le vote électronique, je pensais de bonne foi que ce serait bien sympa, on aurait les résultats 5 minutes après, et l'élu de l'opposition me dit, mais monsieur le maire, avec ça vous pouvez tricher. Oh. Je dis, monsieur, si vous pensez vraiment que je fais voter sur le vote électronique pour tricher, alors je retire cette délibération. Je l'ai retirée et j'ai initié un jury citoyen avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, un jury citoyen tiré au sort chez les habitants et avec des gens qui sont venus plaider pour, plaider contre. À l'issue de ce jury citoyen autonome a décidé de ne pas adopter le vote électronique. Je suis revenu devant le conseil municipal en disant, voilà, le jury citoyen propose de ne pas changer, parce que pour une commune comme la nôtre, le bulletin de vote, ça a du sens, et donc je vous propose d'adopter la décision du jury citoyen. Intérêt, c'est que, 1, j'ai écouté l'opposition, 2, on a fait travailler les citoyens là-dessus, on est sorti de la politique politicienne, et 3, on a trouvé un consensus au conseil municipal.
temps en temps, ça fait du bien quand même pour la démocratie d'arriver à telle disposition. Jury citoyen, forum ouvert, diagnostic en marchant. On a remplacé les réunions de quartier dans lesquelles on excellait. Dans le premier mandat, il y avait 150 personnes dans la salle, mais c'est vraiment validé que le fait de la ville en co-responsabilité. Alors des gens en face qui ont juste le droit de se lever la main pour dire j'ai mon problème de voisin, etc. C'est quand même pas ça l'idée que je me fais d'une ville en co-responsabilité. Donc, on a fait diagnostic en marchant, rendez-vous dans les quartiers, avec les citoyens, on chemine ensemble pour voir ce qui ne va pas, et on trouve les solutions ensemble. Qui du citoyen, de la ville ou de l'organisation pour trouver une solution. Et on a ensuite enrichi ça par les rencontres en quartier, en juin-juillet, c'est absolument merveilleux. Malheureusement, on n'a touché que 370 habitants sur 5600 foyers. Donc, il faut relativiser aussi. Et en même temps, ça, les gens en parlent après. Hein. Il y a des gens qui se déplacent, puis on pourra discuter des conditions de débat démocratique. Pourquoi il y a un frein? Quels sont les obstacles? Et puis on a construit les conseils participatifs. Là, je vous le recommande si un jour vous êtes en responsabilité. Honnêtement, c'est l'outil, c'est pas parce qu'on l'a créé à Clearside, mais c'est l'outil qui me paraît le plus approprié dans l'articulation entre la démocratie et la République, entre le dialogue et l'intérêt général, entre la liberté d'expression et la construction du commun. Ces conseils participatifs naissent à partir d'une première réunion débat. Quand je mets en agenda un projet, information à tous les habitants, réunion publique, débat, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait peur, quels sont les désaccords. Et surtout, dire aux habitants, c'est pas un soir qu'on va décider, parce que le mythe de la barricade, le mythe de la réunion publique pour prendre une décision, est très fortement ancré dans la tête des élus. Non, une décision, ça se mûrit. Et donc, à partir de la réunion instituante, un peu une constituante de tous les projets, instituante, on crée un conseil participatif à partir des gens qui sont présents pour représenter le collège des habitants. Et donc, on essaie de faire en sorte que ce soit des gens d'âge différents, de quartiers différents, et que comme c'est souvent toujours les mêmes, eh bien, je procède au tirage au sort lorsqu'il s'agit d'un projet important. 40% du collège des habitants tirés en sort. Les élus, de plein pied, c'est très important que les habitants, les élus, les experts, les organisations travaillent de plein pied ensemble pour éviter la démocratie à la queue leu. On donne un os à ronger au conseil citoyen, puis derrière, le maire fait quand même ce qu'il veut. Donc c'est important que dans la phase décisive, les élus soient présents, mais que leur voix ne pèse pas plus que celle des habitants ou des experts. C'est vraiment la fertilisation de plein pied, le temps qu'il faut, et donc il faut veiller à la composition des conseils participatifs. C'est fondamental. La diversité est le garant d'une bonne décision derrière. Je prends une caricature inverse. Si vous voulez faire un espace de jeu dans un quartier, vous n'invitez que les riverains, vous connaissez la réponse. C'est non. Donc il faut travailler avec le conseil municipal des enfants quand il existait, avec les habitants du second degré qui sont dans le silence assourdissant de satisfaction, mais qui ne s'investiront pas. Donc la composition, c'est le premier acte démocratique difficile. Comment créer les conditions de la pluralité, de la diversité pour construire les compromis. Donc ça ne s'invente pas, hein. C'est une équipe projet qui travaille sur la préparation du conseil participatif. Et ce conseil participatif est donc composé la plus largement possible. Il y a l'objectif, c'est d'arriver à des compromis dynamiques présentés au conseil municipal, qui décident sur la base des propositions des conseils participatifs. Les conseils participatifs sont à la phase décisive, ce que le conseil municipal est de la phase décisionnaire. Quelles sont les conditions de réussite? La première, la base démocratique la plus large possible. N'oubliez personne. C'est très important. Là, parfois, la nuit, je me réveille, on a oublié telle personne ou telle catégorie. Ne oubliez personne. La base démocratique la plus large possible. Par exemple, lorsque l'aménagement du temps de l'enfant, c'est tous les parents, tous les enseignants, toutes les associations qui tournent autour de l'éducation populaire, etc. Première condition. Deuxième élément, la représentativité, j'en ai parlé. Il faut que ce soit vraiment représentatif de la population, d'où le recours au tirage au sort, en partie pour le collège des habitants. Troisième condition, c'est la formation, c'est le retour au sens de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer une discussion, on ne peut pas commencer une co-construction de propositions si tous n'ont pas le même sens des mots, et le même niveau de compréhension. Lorsque nous avons associé les habitants, les experts, les organisations à la révision du plan local d'urbanisme, et je n'utilisais pas ce mot-là, je dis quelle vision sur 20 ans pour notre commune, eh bien, sur quelle question, là, j'oublie, là. Donc, en fait, on a associé tous les habitants et on a fait une formation. C'est-à-dire que
La parole au départ, j'aime bien utiliser le mot parole et pas discours, du maire, c'était « Notre commune est un coin de la planète ». En disant ça, vous élevez les débats tout de suite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'artificialisation des terres, vous n'allez pas construire, ajouter des quartiers à des quartiers. Vous êtes déjà dans l'idée que je suis co-responsable, responsable de la planète. Mon coin, je prends ma part, colibri. Je fais, tu fais, nous faisons. Je prends ma part en tant que commune. Et mon intercommunalité lorsque j'ai lancé le plan climat. Et donc, nous avons consacré 2 soirées à qu'est-ce que c'était le Grenelle de l'environnement à l'époque, qu'est-ce que c'est que le schéma de cohérence territoriale, qu'est-ce que c'est la loi SRU, pourquoi la mixité sociale. Si vous ne le faites pas, les gens partent dans tous les sens. Donc, formation. 2e soirée de formation, un sujet récurrent pour tous les élus. Dès que vous faites un bâti, un surbâti, R+2, R+3, vous avez les pétitions. Donc, quelle densité humaine, quelle densité, quel équilibre entre le besoin de logement et le désir d'environnement. Le besoin de logement dans la mesure où on refuse d'artificialiser les terres. Moi, toutes les terres agricoles ont été classées en zone agricole. On n'y touche pas. Et toutes les forêts ont été classées en zone protégée, quand j'étais conseiller général. On n'y touchera pas. Donc, si vous ne voulez pas toucher aux zones agricoles, pas toucher aux zones naturelles, il faut bien que la ville se revisite sur elle-même, se reconstruise sur elle-même. Dans quelles conditions? Donc ça, c'était des éléments importants de formation au départ d'une séquence démocratique qui nous a amené à faire le programme de développement de notre territoire, programme d'aménagement du territoire. Et donc ça, c'est la 3e condition. La 4e condition, c'est, et c'est très important, c'est quel périmètre de discussion. Quel périmètre de discussion. Si vous ne fixez pas un cadre, vous allez créer de la frustration. Je vous donne un exemple. Pour l'aménagement du temps de l'enfant, j'avais dit aux parents, aux enseignants, réunion publique, chronobiologiste pour expliquer le rythme des enfants, qui nous expliquait d'ailleurs qu'un tiers des enfants insécurisés ne supportaient pas la rupture au milieu de la semaine. Je disais, tout est ouvert, page blanche, mais il y a 2 choses qui sont non négociables en ce qui me concerne, et je l'assume. C'est je suis un élu de la République et j'applique la loi. Et je trouve d'ailleurs, je ne sais pas si les enseignants ou des parents dans la salle, ou grands-parents, je pense qu'on ne va pas assez loin. Je dis que l'enfant reste une variable d'ajustement du monde des adultes. Il faut bien reconnaître. Et donc, j'ai dit que tout est possible, sauf, je suis un élu de la République, j'applique la loi. Celles et ceux qui ne sont pas pour la loi, franchement, vous allez perdre votre temps. 2e élément, c'est une réforme faite pour l'enfant, pas d'abord pour les parents, pas d'abord pour les enseignants, et surtout pas pour les lobbies touristiques. Quand vous avez dit ça, vous avez créé un silence dans la salle, et ça a élevé le débat. Et moi, je trouve que le rôle du politique, avant d'être de gauche, de droite, c'est d'élever le débat public, de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. C'est ça le rôle de l'éthique politique aujourd'hui. Avant de choisir une étiquette politique, tous devraient être dans cette dimension. Élever le débat politique, c'est le courage du parler vrai. Les prochaines rencontres d'intervention démocratique avec l'IA 5, c'est le thème pour une démocratie de fraternité, double point, je vous y invite d'ailleurs, c'est le courage de parler vrai et d'agir juste. De parler vrai et d'agir juste. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre une démocratie de participation et le courage. Il faut plus de courage à passer du temps pendant 18 mois à s'en foutre plein la figure de temps en temps, et puis à construire des compromis. Donc cette dimension du périmètre démocratique est très importante, quitte à mettre en débat. Dernière condition, c'est que beaucoup d'élus ne vont pas dans cette démarche, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette démarche, parce qu'un élément qu'on sous-estime, c'est la compétence et la peur. C'est-à-dire que quand un élu, j'ai la chance d'être prof DPS, donc forcément j'ai travaillé un peu sur la pédagogie et tout ça, mais vous avez des élus qui sont des agriculteurs, qui sont des ouvriers, très peu malheureusement, mais leur job c'est pas d'animer le débat public. Et quand vous avez 100 personnes, une salle comme ça remplie, sur le remembrement dans un village, mais le mec il a 36 fusils en face de lui, et faire construire, cheminer vers l'intérêt général, ça ne s'improvise pas. Il y a beaucoup d'élus qui pensent qu'il faut une réunion publique, voilà, mais non, donc je pense qu'il faut qu'on soit secondé dans nos territoires par des gens dont c'est la profession de créer une séquence démocratique, d'animer le débat public de telle sorte que l'élu ne peut pas être l'alpha et l'oméga, il ne peut pas être dans la décision et dans la mise en agenda, il prend du recul pour comprendre, pour ensuite être dans le décisionnaire, être dans le débat comme tout le monde, mais laisser un ingénieur du débat public, c'est en gros comme ça que je l'appelle dans mon premier bouquin, Faire renaître la démocratie, pour que la démocratie devienne intelligente en fait, qu'on suscite de l'intelligence collective. Et on a une capacité de parler. Parce que si vous ne le faites pas, regardez les réunions houleuses, parce que les élus n'ont pas la capacité de créer les limites. Par exemple, la réunion publique sur le lieu de culte musulman.
on a chiadé cette réunion, on l'a préparée. On a fait venir un représentant de l'Observatoire national de la laïcité, on a fait venir Joël Roman, président de l'association Islam République, parce que c'est important de le dire, et j'ai commandé à un professionnel de venir animer le débat à la Maison de la Citoyenneté. 3 heures de débat, avec 2 règles au départ. Quand vous prenez la parole, vous la dites librement, on est là, entre nous, on se respecte, on ne dit pas « on », vous dites « je », vous assumez votre jeu. Et deuxièmement, on ne s'applaudit pas, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'est pas à la cour de récréation. Quand vous avez posé les règles là du débat public, eh bien, et que l'animateur donne la parole, relance, régule le débat, vous prenez des notes, vous intervenez de temps en temps, mais parce que vous n'êtes pas le chef, vous intervenez quand il faut intervenir, et vous donnez du contenu, vous créez un débat public de grande qualité. Et à tel point d'ailleurs qu'à l'issue de la réunion, le porteur de projet, qui est un jeune de 42 ans, porteur de l'association, m'a dit « Monsieur le maire, est-ce que je peux dire la parole ?» J'ai dit « Bien sûr, je te propose même de conclure. » Il s'est levé en disant « Écoutez, parce que c'est comme l'association musulmane, il a accepté le débat public. Évidemment, le périmètre au départ, c'était « Je suis un élu de la République, là aussi, et j'applique la loi 1905 qui est une loi de liberté. » Donc il ne s'agit pas de dire pour ou contre, il s'agit de voir comment le culte peut s'inscrire aussi dans la République, dans la ville, les relations entre le centre culturel, etc., l'architecture, le terrain, bail amphithéotique ou pas, il y a plein de choses à dire. Et le gars, à la fin, il dit, écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié, on s'est beaucoup écouté, il y a des gens qui ont dit, on a peur, c'est en pleine djihad, on a peur, d'autres disent, moi je suis musulman et je paye mes impôts, et débat respectueux, et dit, moi franchement, j'ai apprécié ce débat, cette qualité de débat, et puisqu'on ne s'y est pas applaudi, je vous propose de s'applaudir. Les gens se sont tous levés, et on s'y applaudit. Et je suis rentré à la maison en disant sur Facebook, plus heureux qu'un soir d'élection. Et ça, il y a du bonheur à vivre dans l'intervalle des élections. Et ça, c'est merveilleux. Je termine mon exposé, sans doute trop long, pour vous dire que tout ça, c'est pour mieux décider ensemble. Il y a tout un verset qui consiste à prendre de la distance aussi, à accepter l'idée que ce n'est pas la seule politique publique, ce n'est pas la seule commune qui va changer les choses. Et en disant ça, on a accepté, en créant un fonds d'initiative citoyenne, de soutenir toutes les initiatives citoyennes dès lors qu'elles s'inscrivent dans l'intérêt général. C'est ainsi qu'est né un restaurant associatif, bio, avec une épicerie bio au sein de ce restaurant. On a mis un terrain à disposition pour faire l'expérience de la permaculture. On vient de mettre à disposition une salle communale pour un éco-fab lab d'une association. On a soutenu la journée citoyenne, 700 habitants la première fois qu'on l'a réalisée. On a confié à des habitants de faire le lien entre le parc des Gravières, 8 hectares, qui a fait l'objet d'une reconversion de friche sportive, vers la zone des étangs et de la forêt de 80 hectares. C'est les habitants qui ont construit ce liaisonnement. Bref, faire confiance aux habitants, et mettre en place un fonds d'initiative citoyenne. Tout cela, ça fait partie de cet écosystème sur lequel il faut en permanence revenir, réfléchir, avoir la volonté politique ferme de jamais lâcher, de ne pas fonctionner. Parce que souvent, je dis aux agents, attention, on est en train de fonctionner, on rentre dans les habitudes. Et là, on a travaillé encore sur la dernière partie de mandat. On a 7 projets à mettre en œuvre. Et sur les 7 projets, j'ai demandé 7 fiches actions. Ça va être fait les prochaines municipalités pour voir l'agenda, le budget correspondant, la méthode de travail, comment on avance, par exemple le prochain travail des ateliers d'urbanisme sur la rénovation d'une place publique. Voilà, tout cela est important. Je voudrais juste citer 4 phrases qui sont inscrites en lettres d'or et qui ne sont pas venues comme ça, spontanément, dans l'Agora Pierre Mendès France. La première, c'est celle d'Emmanuel Mounier, moi je me suis très proche du personnalisme, qui dit que la politique n'est pas tout, mais le politique est en tout. Autrement dit, chaque citoyen prend sa part. Le grand Jean Jaurès, avec le courage. Le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Aller, c'est cheminer ensemble. Pierre Mendès France, dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fut-elle humble, modeste, il découvre en lui un citoyen. Et puis Hannah Arendt, le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Et je voudrais terminer par une réflexion que je faisais au CERAS à Paris il y a quelques mois, en disant que la démocratie construction n'est pas autre chose que le pari fou, oui c'est un pari, d'une démocratie de fraternité. Celle-ci invite à relier en permanence le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, tout est lié, tout est donné, tout est fragile et tout est politique. Merci de m'avoir écouté.
Merci Jo Spiegel pour cette brillante présentation de ce qu'est aujourd'hui dans la ville de Kingersheim la démocratie participative. Avant qu'on entame le débat, je voudrais vous dire que la soirée de ce soir a été organisée, mise en œuvre, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'UNELien, mais pas seulement, elle a été aussi co-organisée par ce qui s'appelle le collectif. Et je vais donc donner la parole à Véronique, qui va vous expliquer ce qu'est le collectif en une toute petite minute. Bonsoir. Alors, le collectif, il s'agit simplement d'un certain nombre de personnes, vous et moi, des Lunélois, des Lunéloises, qui ont un idéal, qui voudraient voir changer les choses, qui voudraient que le cadre de vie s'améliore, que les relations s'améliorent entre les gens. Et aussi dans l'objectif qu'on trouve vraiment l'intérêt commun et que ce qu'on puisse essayer de mettre en place puisse servir au plus grand nombre. C'est vraiment ça qui guide ces personnes qui se sont mises ensemble. Voilà, changer le cours des choses. Et du coup, pour ça, il faudrait réussir à faire de la politique autrement. Et c'est un petit peu l'idée, bien sûr, d'avoir fait venir Jo Spiegel pour rendre les citoyens plus acteurs, pour qu'ils puissent être impliqués directement dans les décisions, pour que justement, notre problème évidemment c'est de savoir comment faire, parce que c'est des belles idées, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut réaliser une chose pareille? Et c'était ça, là on avait reçu vraiment beaucoup de billes pour y arriver. Merci beaucoup. Voilà. Alors du coup, sans attendre les élections, on peut déjà commencer. Moi je trouve, et on trouve que l'idée, ce serait que tous les gens qui sont intéressés puissent venir nous rejoindre pour que ce collectif s'accroisse, pour qu'on puisse avoir le plus de représentativité possible, qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait des fermiers, qu'il y ait de tout le monde, que tout le monde puisse être là pour être à l'écoute les uns des autres, qu'on s'écoute, parce qu'évidemment, comme on n'est pas dans les souliers de l'autre, on ne sait pas quels sont ses problèmes, donc il faut l'écouter pour le savoir. Il faut aussi dire ce qu'on a à dire pour que les autres sachent où est-ce qu'on est. Dans cette optique, on commence déjà évidemment à souhaiter que vous veniez tous nous rejoindre, quoi. Puisque vous êtes déjà là, c'est trop bien. Et on va essayer évidemment de soutenir et d'appuyer toutes les initiatives citoyennes qui puissent exister déjà, parce qu'il y a déjà des gens qui se rassemblent et déjà des gens qui disent tous ensemble, ben nous voilà ce qu'on voudrait. Donc on veut bien le savoir, on veut bien les entendre, et si on a des contacts avec des organisations, ou bien si on peut servir, et ben c'est à ça que ça doit servir, ce collectif. Voilà. Du coup, on aborde toutes sortes de sujets, hein. Et évidemment, toutes les idées qui vont ressortir, ça peut constituer une espèce de programme ou un projet, hein, parce que c'est ça qu'on va défendre. À un moment donné, peut-être que ça va arriver. Voilà, alors il y a les animations, il y a la culture, il y a la petite enfance, la formation professionnelle, il y a plein de sujets, il y a les transports urbains, l'accueil des nouveaux arrivants, c'est un problème, l'accompagnement des personnes âgées, enfin, vous imaginez vraiment tous les petits soucis quotidiens et les grands soucis aussi, on s'occupe de tout ça. Et on veut juste savoir ce que vous en pensez. Et il faudrait que tout le monde vienne, ça, ce serait vraiment bien. Alors l'idée, c'est qu'il y aura une première grande réunion finalement, où là, c'est là que le collectif va vraiment naître en quelque sorte. Et c'est le 24 janvier, à 20h à la salle Castel. Et là, voilà, même si vous connaissez des gens qui ont plein d'idées, qui disent mais ça va pas, hein, ça il faut ça, mais c'est pas possible, et ben il faut qu'ils viennent nous le dire, il faut qu'ils viennent et qu'on s'écoute. Et là, on pourra peut-être réussir à faire quelque chose. Et ben voilà, et puis je dois terminer par une petite citation de Saint-Exupéry. Il dit « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de nous. C'est être fier d'une victoire que les autres, les camarades, ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. » Merci Véronique
donc la parole maintenant à Olivier qui va donc organiser le débat avec Joe Spiegel. Voilà, donc avant de prendre les premières questions, juste très rapidement 2-3 informations techniques. Alors la première, tout travail mérite salaire, donc en fin de réunion, vous êtes invités à partager un moment de convivialité avec nous. Voilà. Deuxième information, Monsieur Spiegel ne fait pas que parler, il écrit aussi. Et donc effectivement, il a amené son ouvrage, et si certains sont intéressés, en fin de réunion, il pourrait éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, le dédicacer. Voilà. Il a amené du stock. Voilà. Enfin, pour dire les choses clairement, cette manifestation a eu le coup. Et donc il y a un petit chapeau à la sortie pour ceux qui souhaitent effectivement épauler le collectif notamment, qui est en cours de structuration et qui a besoin effectivement de quelques finances, hein, c'est pas démesuré non plus, mais effectivement quelques frais assumés et donc des finances à trouver. Voilà. Alors, écoutez, on va prendre toute une série de questions, qui se lancent, ça va très vite. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question bête. Vous êtes maire, vous avez été élu maire, et c'est vous qui avez initié ce principe-là, d'accord. Comment dire, notre situation n'est pas tout à fait la même. Nous avons une mairie qui est installée. Comment pourrons-nous, à un moment donné, soit faire comprendre à quelques maires qui sera, de travailler avec nous, alors soit soit on est avec nous, où on sait comment travailler et on apporte un élément qui peut influer sur le prochain maire, ou si c'est pas le cas, comment fait-on pour éventuellement prendre la mairie. Alors prendre la mairie, c'est pas le terme adéquat, mais bon. Voilà. Merci. Merci. Une autre question? On va essayer de Bon. regrouper en 2-3 questions. Voilà. Oui, on va faire en grappe 2-3 questions. Bonsoir. J'ai une question, c'est comment impliquer la jeunesse aujourd'hui pour créer du lien intergénérationnel? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui auprès des seniors et autres, mais la jeunesse ne s'implique que très peu dans les mouvements politiques et les mouvements citoyens et associatifs. Évidemment, c'est au fond. La jeunesse se réveille. Vous m'avez un peu piqué ma question. Du coup, voilà, moi je suis élue comme vous, donc je représente la jeunesse. Et en fait, voilà, ma question, ce serait comment trouver des moyens pour que la jeunesse s'implique. Parce que ce serait le but, entre guillemets, de mon mandat. Parce que voilà, j'ai été élue au Conseil national de vie lycéenne. Donc je vais lundi à Paris. Et ce sont des sujets qui vont être évoqués. Et si vous avez des conseils pour que la jeunesse s'implique, parce que c'est compliqué pour des lycéens de s'intéresser pas seulement à la politique, mais rien qu'à eux en fait, à ce que nous on fait pour eux, à ce qu'ils voudraient qu'on fasse pour eux, c'est délicat. Donc si vous avez des conseils, ils sont toujours bienvenus. Merci. Je vais peut-être rester sur ces 2 questions. Soyons très clairs. Si vous voulez changer les choses, il faut prendre le pouvoir. Et ensuite, il faut le partager. Voilà. Très honnêtement, mais je pense aussi qu'il y a des mouvements citoyens, des collectifs qui travaillent sur des choses très très précises, à condition d'être épaulés par la mairie, et que la mairie considère qu'elle n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les décisions. Donc je crois que, voilà, je pense qu'il y a aussi l'idée de, à un moment donné, si vous voulez vraiment appliquer une démocratie de participation, il faut s'approprier la démocratie de représentation. Pour les jeunes, c'est une question, depuis que je suis élu, c'est une question pendante, très compliquée, d'autant plus que ma commune n'a pas de lycée sur son plan communal, et donc les lycéens se trouvent autant sur Mulhouse que sur Kiensheim. Ils sont très présents dans les associations sportives, aussi dans le festival Nomix, qui est un festival international. On a du mal à mobiliser là-dessus. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, on essaie de réfléchir, et là, on est sur un projet de réflexion avec le centre de rencontre, d'échange et d'animation, qui est le centre culturel, qui a pris sur soi enfin l'idée de la participation démocratique. Et donc on va travailler avec
avec des professionnels de la culture sur l'implication des jeunes du collège et que je vais rencontrer d'ailleurs au mois de janvier au moment du Festival Momix. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Pour autant, moi je suis très réservé sur l'atomisation des organisations, un conseil municipal des enfants, un conseil municipal des jeunes, des adultes, des vieux, des moins vieux, des plus vieux, etc. Je trouve que notre société est déjà suffisamment atomisée pour ne pas atomiser les institutions. Et donc les conseils participatifs ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils sont de nature intergénérationnelle. Et lorsque nous avons construit le parc des Gravières, c'est un parc dont le débat a été ouvert à tous, et notamment une association de jeunes de Kingersheim, mais pas seulement de Kingersheim, prônant la création de skateboard, ont demandé de participer au conseil participatif. Ils ont été évidemment plus que les bienvenus. Ils ont été d'une remarquable efficacité, puisque très rapidement, ils ont convaincu l'ensemble de l'Assemblée de l'importance d'un skatepark, mais plus encore d'espace de jeunes sur le parc des Gravières, qui est devenu complètement un parc intergénérationnel. On a un pétanque pour les retraités, on a les enfants de très jeunes en passant par les jeunes. Donc c'est vraiment le parc au centre de la ville qui réunit toutes les générations et qui a été co-construit par toutes les générations. Et c'est intéressant, c'est que souvent on dit les jeunes utopiques, ça coûte de l'argent. En réalité, ils ont été très très réalistes. Quand l'architecte, je ne sais pas s'il y a des architectes dans la salle, mais souvent ils ont la science infuse, quand ils ont décidé, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, non mais lui il n'a pas la science infuse. Non mais il se trouve que j'ai été invité plusieurs reprises dans des écoles d'architecture pour travailler un peu sur comment co-construire, comment les architectes eux-mêmes aussi deviennent, au-delà de leur créativité, leur génie, capables d'entendre des choses. Et même sur le parc des Gravières, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui ont été entendues. Mais en tout cas, pour le ball, le skateboard, ils ont proposé un ball d'abord pour dire que ça fera moins de bruit par rapport au RIMA, premier principe de réalité. Et deuxièmement, quand les architectes ont proposé un ball, ils avaient chiffré à 170 000 le ball. Les jeunes se lèvent dans la séance plénière du conseil participatif et disent non, pas du tout. On n'a pas demandé un ball à 170 000, nous on a chiffré à 50 000. Et en fait, c'est le projet des jeunes qui a été retenu et qui est remarquable, largement suffisant, parce qu'ils ont l'expertise des jeunes. Ils savent qu'un ball d'une certaine taille était largement suffisant pour prendre sa place sur le parc des Gravières. Donc la réponse est très difficile. Les jeunes sont plus dans une participation zapping qu'une participation continue, mais il faut aussi apprendre d'eux. Je pense qu'à partir du numérique et d'autres centres d'intérêt, on arrivera à mobiliser les jeunes dans la commune. Donc c'est vraiment une réflexion. Et c'est étonnant d'ailleurs, j'ai posé cette réflexion à mes adjoints depuis très longtemps, et c'est comme s'ils en avaient peur. Ils ont délégué ça au centre culturel, alors qu'en réalité j'aurais voulu vraiment, avant de partir à prendre ma retraite, avoir une vraie vision de la place des jeunes et du rôle des jeunes dans ma commune. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est devant nous. D'autres questions? Moi, si, j'en ai une question. Bon, Kingersheim, c'est 15 000 habitants. Tu as parlé de conseils participatifs, mais il y a combien de conseils participatifs à Kingersheim? Il n'y en a qu'un, deux, et combien de personnes participent? Voilà, de manière à ce qu'on ait un peu une idée, nous, sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant, dans quel sens il faut qu'on travaille de ce point de vue-là. Ouais. Vous avez bien compris qu'il y a autant de conseils participatifs qu'il y a de projets. Donc, un conseil participatif a un début et une fin. Et quand la fin, c'est la proposition au conseil municipal qui prend la décision. Et le conseil participatif peut devenir ensuite un conseil d'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il peut être présent pour voir si les choses fonctionnent, s'il faut changer les choses. Sur le parc des Gravières, on a eu pendant 3 ans une discussion sur faut-il mettre des limites ou pas. Et donc c'est vraiment un truc très interactif, on a réussi à être présent jusqu'à 3 h du matin, en présence humaine, plutôt que de fermer le parc. C'est un parc ouvert sur le hangar, sur la salle polyvalente, sur le collège. Donc c'est vraiment un parti pris architectural et urbaniste remarquable de la part de l'architecte, je me rattrape. Et donc, c'était quoi la question? Donc il y a autant de conseils participatifs qu'il y a de projets. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui participent dans les conseils participatifs se sentent porteurs de choses concrètes, c'est-à-dire que ça aboutit à quelque chose. C'est pas comme souvent les conseils de quartier, au bout d'un certain temps, les gens en ont marre, parce que ça débouche sur rien. On prend juste, leur rôle c'est de choisir la savonnette de la MJC du coin, quoi. C'est juste un peu du commercial ou de la communication. En réalité, le conseil participatif, c'est accepter l'idée
que c'est l'intelligence collective inscrite dans le temps long, par des habitants, par des experts, par des élus, par des organisations. Je crois beaucoup à l'hybridation des points de vue. C'est très important. Et c'est important que les élus soient présents parce que leur expérience est importante de dire aux habitants. Voilà. Et donc, on a eu 40 conseils participatifs sur les 10 dernières années. Ça représente 700 habitants différents, parce qu'il y a comme des gens qui sont parfois dans 2-3 conseils participatifs. Il y a des gens qui sont très motivés. Un conseil participatif sur un projet structurant, c'est 60-70 personnes. Et ce qui est important, j'ai oublié de le dire, c'est qu'une des conditions de réussite, c'est qu'à un moment donné, les membres du conseil participatif deviennent des spécialistes. Ceux qui ont travaillé sur le plan local d'urbanisme peuvent vous dire que quasiment ils tiennent le discours d'un expert. Ils ne vous mettront pas un équipement public sur une zone agricole. Donc le problème, c'est que quel est leur degré de représentation lorsque leur rôle devient de plus en plus spécifique. Et donc la réponse, c'est il faut qu'en temps réel, les décisions intermédiaires soient portées à connaissance des habitants par le site internet. De telle sorte que les gens qui n'ont pas le temps de venir participer puissent y participer, être citoyens à minuit et à 2 h du matin. Voilà. Je profite pour aller plus loin sur la question des conseils participatifs. Le tirage au sort. Statistiquement, on s'est rendu compte que une personne sur 6 accepte de participer. Donc ça vous paraît peu, mais c'est beaucoup. Mais ça montre aussi qu'il y a plusieurs raisons pour celles et ceux qui ne participent pas. Il y a d'abord le temps démocratique, notamment les couples, d'où l'importance de réfléchir à l'accueil des enfants sur les séquences de travail. On l'a déjà fait sur des grands conseils participatifs, on a financé une garderie pour que les enfants puissent être gardés. Par exemple, sur l'aménagement de temps d'enfants, c'était le cas. Certains, et ça c'est plus grave pour moi, ne se sentent pas en capacité, c'est-à-dire c'est l'autocensure. Je fais confiance au maire, ou alors je m'en fous, c'est un imbécile. Troisième élément, c'est la délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a été tellement biberonné à la décision, au bulletin électoral, en disant que si le maire il se débrouille, si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, je le jette. Mais donc c'est la délégation permanente, et encore là, il ne faut pas croire qu'il y a toujours une vraie volonté politique des habitants de participer dans la durée dans des conseils participatifs. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous aviez des conseils citoyens. Alors, les conseils citoyens sortent de la loi de François Lamy. Ça a été un peu une maturation, et j'ai un peu participé au début à la création de conseils citoyens, mais je vois leurs limites plus que leurs avantages. C'est le fondement de ma question, justement, par rapport au conseil participatif. Rien à voir. C'est-à-dire que conseil citoyen, je pense qu'en France, il y a quelques conseils citoyens qui fonctionnent bien, et c'est lié à la personne, à la qualité des femmes et des hommes qui y sont, et peut-être à la volonté politique du maire. Mais très souvent, les mairies ont adopté ça parce que c'est une obligation, et ils donnent aux conseils citoyens un os à ronger, en gros, pour tout dire. Ou alors, quand c'est même bien, on voit que les conseils citoyens, ils ne savent pas trop bien où va leur décision, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce que j'appelle une démocratie à la queue leu-leu. Le conseil citoyen met en évidence les conclusions d'un travail, c'est repris par les techniciens qui très vite deviennent technocrates si une politique n'est pas là, et puis in fine, c'est comme Jupiter local qui décide. Donc je pense que les conseils citoyens n'ont pas la même portée, pas le même intérêt que les conseils participatifs. Et en plus, souvent les conseils citoyens sont là sur des projets qui ne sont pas structurants dans les communes. Or moi je dis que la vraie démocratie continue, c'est d'associer les habitants aux projets les plus structurants, pas seulement sur le gendarme couché pour la sécurité routière, c'est pour tous les projets structurants, avec l'idée évidemment de l'exigence démocratique. Hein. Si les gens viennent sans être capables de partager ou d'avancer de leurs convictions, il n'y aura jamais de démocratie. Hein. Donc voilà, conseil citoyen, moi je suis très réservé. Par contre, j'en ai créé un, pas du tout artificiellement, mais par nécessité et vraiment parce que c'était important. Lorsque on a décidé expérimentalement d'éteindre l'éclairage public pour faire des économies, pour réduire la production de gaz à effet de serre et pour respecter la biodiversité, c'est les 3 éléments, eh bien, on a fait l'expérimentation, on s'est rendu compte que l'éteint de 1 h à 5 h du matin, les gens ont mis des mois pour comprendre qu'on avait éteint la lumière. Et quand ils ont compris, ils ont commencé à réagir, ceux qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur d'avoir peur, je respecte, mais c'est ou bien le projet écologique et budgétaire, ou en face la peur, mais je respecte.
Et donc, comme je me suis dit qu'on ne peut pas forcer le destin, et pour être autonome, on propose à des habitants qui ont été très partie prenante de ce projet de se constituer un conseil citoyen qui, lui, a rendu compte à la presse il y a 2 jours. Je me suis volontairement participé à cette conférence de presse. J'ai appris que la journaliste voulait faire un grand papier au niveau régional pour montrer la démocratie construction à Kingersheim. Et en fait, ce conseil citoyen avait pour tâche d'animer les débats publics. Et c'est là qu'on a vu la contradiction des habitants, en disant « Oui, mais c'est les citoyens, vous n'êtes pas le maire. » Donc, ils veulent la participation, en même temps, il faut que le Jupiter soit présent tout le temps. Donc, vous voyez, c'est la contradiction. Mais j'étais soufflé, je dis « Mais j'ai créé ce conseil citoyen pour que ce soit les habitants, avec les habitants, et que je ne m'en mêle pas. » Parce qu'au bout du compte, on avait proposé après un an d'expérimentation, on organise un référendum d'initiative municipale. Je dis, sur ce sujet-là, je veux que tous les habitants puissent donner leur avis. Alors pour moi, le référendum n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, c'est un outil parmi d'autres, mais qui nécessite quand même une sacrée séquence de travail en amont, d'expérimentation, de partage, de débat public, pour que ça prenne du sens. Donc voilà, et ce conseil citoyen, c'est des gens remarquables. Je vous raconte une anecdote. L'un d'entre eux, M. Zérour, je retiens son nom, parce que c'est lui qui a témoigné lorsqu'ils sont venus devant le conseil municipal, suspension de séance, conseil municipal, le conseil citoyen vient expliquer les démarches. Et on n'est pas allé jusqu'au référendum parce qu'on a eu la bonne nouvelle, on s'est démerdé pour être éligible à territoire énergie positive, croissance verte, TEPCV, et on a eu Z de l'État et les certificats d'économie d'énergie pour financer la transformation de toutes les lampes à sodium en LED. Donc notre ville est maintenant passée en LED, et on est passé de 134 000 € de dépenses à 34 000 € de dépenses, avec la réduction phénoménale de production de gaz à effet de serre. Le Conseil citoyen nous a décidé l'intensité pour respecter la biodiversité, et ils ont rendu compte. Et parmi le retour des habitants, M. Zérour, il nous a fait rigoler à un conseil municipal en disant « Moi, quand j'ai vu que la lumière était éteinte, j'ai pensé à ce con de maire. Et je dis, je vais l'engueuler. » Et puis il est venu à une réunion, puis il a dit simplement « Je suis passé très vite de la colère. Quand j'ai compris l'enjeu, je suis passé au stade de la participation, et maintenant je suis un militant de l'éclairage public tel que ça a été fait. » Et lui-même était prêt à défendre l'idée de l'extinction de l'éclairage public de 1h à 5h du matin. Donc en fait, ça rejoint la question politique aujourd'hui. Comment passer d'une colère qui est une bonne... la colère, l'indignation, l'utopisme, c'est des moteurs du débat démocratique. Mais comment passer de ce moteur-là à la phase de co-construction? C'est toute la question qui est posée politiquement aujourd'hui, en fait. Oui, est-ce que sur votre commune, je n'avais pas à prononcer le nom de la commune, mais est-ce que sur votre commune ou sur votre secteur, il y a un poids du vote Front National avec les thématiques qui sont les siennes? Alors, c'est la troisième question qui arrive en général dans mes interventions. Alors, c'est à la fois un échec que je dis clairement, et en même temps une réussite. L'échec, c'est que nous n'avons pas moins de Front National et moins de votants, pas plus de votants que dans les autres communes. Donc, les gens, lorsqu'ils votent national, beaucoup d'entre eux, puisque c'est la France périphérique, c'est les banlieues, c'est complètement de l'axe sociologique des communes périphériques, eh bien, ça vote Front National parce qu'ils ne sont pas contents. Ça vote pas beaucoup plus. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré qu'une démocratie de construction devrait avoir un aboutissement électoral. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le résultat électoral soit strictement lié à la démocratie de participation. Par contre, je suis sûr que c'est lié à une chose importante, c'est que la démocratie de participation crée de la confiance. Les gens savent que ce n'est pas le maire qui décide, que quel que soit le projet, ça passe par la moulinette de la démocratie de participation, etc. Ce qui est quand même plutôt positif dans le recul que je peux avoir sur les résultats électoraux, c'est ce que je disais d'entrée de jeu. C'est le rapport complètement inversé entre le vote national et le vote local. Ça veut dire qu'au niveau local, quand vous avez une équipe municipale qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, et moi je ne me baladerai pas partout en France si je ne pouvais pas vous assurer que tout ce qu'on a dit qu'on allait faire a été réalisé. On a strictement tenu toutes nos promesses. C'est une première exigence. Ça fait partie de l'éthique de responsabilité. Pas faire de la participation démocratique si vous trichez avec les gens au départ. Donc tout ce qu'on a dit qu'on allait faire a été fait, strictement, et même parfois davantage.
Donc quand vous avez une équipe municipale, une gouvernance municipale, régionale, nationale, qui dit ce qu'ils vont faire, respecte les engagements, et en plus associe les citoyens, alors je pense que vous avez les résultats, vous avez la légitimité par les résultats, par le symbole, par le processus, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. À tel point d'ailleurs que dans ma commune, je vois ce paradoxe, mais qui n'est qu'un paradoxe apparent. Vous avez dans un quartier qui est proche d'un quartier de Mulhouse qui pose parfois problème, et qui est un quartier essentiellement peuplé d'immigration italienne. Donc des gens qui considèrent qu'ils ont réussi leur immigration et leur intégration. Eh bien, au vote local, on a été en 2014, là où quasiment plusieurs socialistes ont été battus, on a eu dans ce quartier 70% de votants pour notre équipe municipale. C'est le même quartier qui a voté le plus au Front National, presque 45% au deuxième tour des élections présidentielles. Ce qui veut dire que on n'a pas réussi le transfert des valeurs que nous partageons au niveau local vers une perspective plus globale, et ça c'est un échec. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à discriminer, à montrer du doigt les gens selon qu'ils votent, parce que ce n'est pas tous des fachos les gens qui votent FN, loin de là. C'est des gens qui en ont marre, c'est un peu aussi beaucoup dans les ronds-points. Ils en ont marre, on a fait des promesses, la gauche, la droite, et voilà. Et donc, moi je suis assez heureux de voir qu'il y a une différenciation de ces électeurs-là, à qui je parle vrai, à qui je fais confiance pour les associer aux décisions. Donc voilà un petit peu ce que je peux répondre à votre question. Oui, moi je voudrais poser une question sur la question de l'intercommunalité par rapport à la commune. Bon, ici nous sommes dans un territoire où la communauté de communes, dans les années qui viennent, va devenir une communauté d'agglomération, en principe, puisqu'on est 49 000 habitants et qu'il faut 50 000 habitants. Ce qui veut dire concrètement que le développement économique, les transports, demain la loi SRU, c'est-à-dire toutes les règles d'urbanisation, les quotas de logements sociaux par commune, etc., seront gérés non pas par la commune, mais par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, plus exactement. La prévention des inondations, le l'OHMAPI, l'eau et l'assainissement, ça a été repoussé, ça devait être mis en œuvre, la compétence, ça a été repoussé en 2026. Bon, à terme, on va se demander à quoi sert le maire. Donc, je me pose la question, on fait voter les gens pour les élections municipales, mais on ne leur explique pas, ou en tout cas ils ne savent pas, qu'en même temps ils votent pour une collectivité au second degré qui exercera beaucoup plus de compétences que la ville dont ils votent pour le maire, ou contre lui d'ailleurs, peu importe. Donc là il y a un hiatus, à mon avis, important. Et un deuxième hiatus, c'est qu'au niveau de la mise en place de la concertation, de la coproduction citoyenne, il y a un problème méthodologique, à savoir que faire de la concertation citoyenne dans une commune dont les compétences sont transférées de plus en plus nombreuses, de plus en plus puissantes, à un autre niveau de collectivité, non élu au suffrage universel direct, malgré les flèches sur les listes municipales, ça pose quand même un vrai défi démocratique. En même temps, vous avez des maires qui sont élus et qui ne font pas de participation démocratique. C'est parce qu'ils sont proches des gens qu'ils sont plus démocrates que certains d'autres. Moi, je voudrais vous répondre à 3 questions. Et ce n'est pas parce que je suis un militant de l'Interco, je suis un militant du couple commune-communauté. Jamais je n'accepterai en tant que maire qu'un certain nombre de compétences qui me paraissent être celles de la commune soient transférées à l'intercommunalité. Mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, dans le rapport au pouvoir qui est le nôtre, ce qui importe, ce n'est pas qui fait de la commune de l'Interco, c'est de faire. Peu m'importe si ce n'est pas moi qui fais et que c'est le président de l'Interco, je m'en fous. C'est que ce soit fait. Et que ce soit fait dans un territoire pertinent. Or, je pense que l'Interco a des compétences pertinentes que les communes ne peuvent pas avoir. Le transport, je ne vois pas un maire décider d'affréter les bus dans sa commune, juste dans l'intramuros. Donc les transports, les déchets, c'est quand même pas les communes, c'est normal. L'économie, heureusement, c'est l'Interco. L'aménagement du territoire, heureusement, c'est l'Interco, parce que l'aménagement du territoire, c'est pas l'addition des dessins communaux, en fait. Donc il y a une logique à ce que les communes transfèrent des compétences au niveau de l'intercommunalité. Là où le bas blesse, où je vous suis, c'est qu'on a pensé étendu et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé processus. Ce que dit le pape François, en fait, autrement. Mais en fait, on a pensé XXL, et on n'a pas pensé
et très peu démocratie. Et donc, dans l'agglomération mulhouse, où j'ai demandé d'être juste conseiller communautaire délégué, j'étais longtemps président, j'ai quand même travaillé le schéma de gouvernance qui ressemble étrangement à ce que nous faisons à Kingersheim. Étrangement, c'est carrément. Et donc, tout le processus que nous mettons en œuvre dans ma commune, on le retrouve au niveau de l'agglo. Alors, je vous donne les schémas. C'est que le bureau exécutif, dans des agglomérations générales, décide tout seul et prend juste l'assemblée plénière pour délibérer et puis prendre des décisions qui sont déjà quasiment prises. Le bureau exécutif, formé de président et vice-président, devient juste un comité d'impulsion. Il est à la base. Il fait quoi? Il gère les quotidiens, il met en agenda les projets, il valide les ateliers projets qui sont exactement les conseils participatifs de ma commune. Deuxièmement, pour éviter le décalage entre les élus communautaires et les élus municipaux, tous les mois, toutes les 6 semaines, pardon, on organise un forum ouvert non seulement aux élus communautaires, mais aussi aux élus municipaux et aux membres du conseil de développement, ce qui fait qu'il y a parfois plus de démocratie au niveau de l'interco que dans certains nombres de communes. Donc le forum se fait en 2 temps, séance plénière, pour expliquer les délibérations, pour qu'en table de discussion après, les gens puissent revenir sur les délibérations, travailler sur 4 ou 5 thèmes où élus communautaires, élus municipaux, collaborateurs, experts travaillent le sujet. Pour tous les projets, j'ai demandé à ce que des ateliers projets soient mis en œuvre pour avoir la même fonction que les conseils participatifs. Et les ateliers projets doivent obligatoirement associer les élus municipaux concernés, communautaires, experts, collaborateurs, membres du conseil de développement. Donc on est sur un schéma de gouvernance où l'agglomération et l'intercommunalité prend du sens. Mais je suis d'accord avec vous, le risque aujourd'hui, c'est d'avoir des grandes intercos avec des présidents qui finalement sont des schémas très pyramidal, souvent candidats au sénatorial. J'espère qu'il n'y a pas de président de communauté commune ici. Donc en fait, ça devient aussi un tremplin, et c'est pas pour rien d'ailleurs que tous les ministres, anciens ministres qui se recyclent, se retrouvent tous présidents d'agglo, etc. Donc je me pèse un peu, je fais un peu de caricature, mais quand même. Donc c'est important de dire que moi je raisonne couple, commune, communauté. Et je souhaite que, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, les maires restent largement dans la capacité d'initier de manière inventive leur propre politique. J'ajoute d'ailleurs que quand les maires sont maires de leur commune, ils sont aussi représentants de leur commune dans l'intercommunalité. Donc il n'y a pas d'une part l'interco et la commune est dans l'intercommunalité. Et pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, vous avez le principe d'exclusivité, ce qui fait qu'il n'y a jamais de doublon entre la commune et l'interco. Quand la commune décide, par majorité qualifiée ou majorité simple, de déléguer sa compétence à l'intercommunalité, c'est l'interco seul qui prend la décision. On n'est plus sur le doublon. Contrairement à la commune, département, région, chacun, même le maire d'un village de 500 habitants, il a compétence générale, il peut créer la tour Eiffel chez lui s'il veut. Donc là, on est quand même dans un couple commune-communauté qui est régi par la loi d'exclusivité, de spécialité, et qui nécessite un débat sur les compétences obligatoires et sur les compétences optionnelles et facultatives. Là, c'est un vrai débat des élus municipaux et communautaires. Voilà, je me suis permis de donner mon point de vue. Alors, pensez-vous que dans les esprits des habitants de la cité de Kingersheim, ce nouveau schéma, le schéma de démocratie participative soit acquis? Alors, on passera par les élections dans 18 mois. Moi, je n'ai pas l'habitude de partir et de dire « après moi le déluge ». Donc, on a une équipe municipale, et notamment un adjoint qui s'est complètement approprié ça, qui sera candidat aux élections municipales. S'il gagne l'élection municipale, l'état d'esprit se perdurera. S'il ne gagne pas, je ne suis pas sûr que l'opposition soit dans le même état d'esprit, c'est peut-être dommage, mais en tout cas, on fait tout pour que cet état d'esprit puisse se prolonger, puisse s'enrichir même, et avancer. Bonsoir. Une petite question concernant le taux de participation aux élections municipales dans votre ville. Depuis que vous avez mis en place tout ce système de participation et on va dire, de démocratie participative, est-ce que le taux de participation est plus élevé que dans les autres communes? Non, je disais tout à l'heure qu'il y a double échec, il y a autant de votes FN que dans les communes environnantes, et il n'y a pas plus de votants que les autres communes. Donc il ne faut pas attendre mécaniquement, en tout cas pas dans un premier temps,
qu'il y ait plus de votants. Dans la mesure où, et c'est la troisième peut-être question qu'on peut se poser, les gens qui participent, c'est comme globalement ceux qu'on ne voit pas dans les ronds-points aujourd'hui. C'est comme globalement les gens plus inclus. C'est pas pour rien que j'ai une obsession de toucher ceux qu'on ne touche jamais. Et quand j'ai fait du porte-à-porte en 98, c'était ça le sens de mon engagement. Et quand en 2015, on est allé avec les citoyens engagés faire du porte-à-porte, c'est dire aux gens, on leur a dit quoi? On ne vient pas vous demander votre voix, on est élu l'an dernier. On vient vous dire que vous êtes important dans la commune. Donc, pour le moment, il n'y a pas une corrélation entre une participation démocratique et le nombre de votants. Après, une deuxième question. Quand vous avez été élu la première fois maire, est-ce que votre programme politique était sur la démocratie participative? Ou est-ce que vous avez pris le pouvoir avec des anciennes méthodes? Pas du tout. En fait, en 89, on n'avait qu'une chose, une envie, c'est de faire plein de choses qui n'existaient pas dans la commune. En fait, on a pris le relais d'une commune qui avait un budget de 3000 habitants pour 11 000 habitants à l'époque. Donc on a dû prendre des décisions courageuses. On a augmenté les impôts de 30% la première année, de 15% la deuxième année, et on a été réduit à 67% au bout de 6 ans. Tout simplement parce que le budget, il n'y avait pas de fiscalité, c'était le taux de Neuilly, sauf qu'on n'est pas Neuilly, et il a fallu parler vrai. Et j'ai été élu sur l'idée de dire qu'on ne pourra pas faire bouger notre ville, c'était le thème de « Ensemble bougeons notre ville », si on reste sur un taux de fiscalité irresponsable, parce que je cours encore après aujourd'hui, hein, parce que tout l'autofinancement, c'était passer de 70 employés à 160 aujourd'hui, mais aucun employé de trop, faire les investissements qu'on a fait, préserver un tout petit peu d'autofinancement avec la baisse de dotation, c'est absolument compliqué, permettre aux employés d'être payés 13 mois et demi plutôt que 12, donc on a fait tout ça en même temps, avec un budget, excusez, on a couru après tout le temps. Mais les gens savent qu'on rame comme des bœufs pour y arriver. Et donc, je ne sais plus quelle question qui était la vôtre. C'était sûr. Oui, et donc le premier mandat, ça a été... on a fait deux choses qui ont été absolument significatives, qui ont développé de la fierté, d'abord à l'extérieur de la ville, puis ensuite à l'intérieur. On a créé, à partir de l'ancienne mairie-école, le centre de rencontre d'échange d'animation. Le CREA est très connu en France, en Alsace notamment, et avec le Festival Mobile derrière. Donc on a créé un centre culturel, en même temps social et artistique et éducatif, qui a vraiment, avec une médiathèque sous le toit, et puis une nouvelle école qui s'appelle le Village des Enfants, qui était concertée avec les habitants. Mais qu'est-ce qui a changé en 98? Deuxième mandat, c'est d'une part un bouleversement personnel qui m'a permis de rencontrer peut-être une forme de fragilité, donc une forme de perméabilité, donc une forme d'humanité, et donc une forme de partage du pouvoir, plutôt que d'être dans la conquête du pouvoir. Ça m'a profondément changé. Je pense que c'était un déclic important quand je parlais de travail sur soi. Deuxième élément, c'est un discernement sur nos propres pratiques. Je trouvais que les réunions de quartier, ce n'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais d'une ville en co-responsabilité. J'ai vu aussi que si on ne travaille pas suffisamment avec les habitants, on n'arrivera jamais à une coproduction d'intérêt général. J'ai dû me battre pour créer la nouvelle école Village des Enfants. On a co-construit avec le conseil municipal des enfants. Quand on arrive en réunion publique pour présenter, je me souviens, j'ai dit à mon épouse ce soir, c'est la fête, les gens vont être contents. Je présente le projet du Village des Enfants, qui a été mûri avec quelques parents, mais pas suffisamment, des enfants, etc. Puis au fond de la salle, il y avait 200 personnes. Un mec se lève, il me dit, monsieur le maire, votre école, on n'en veut pas. J'ai une pétition ici. Alors, j'avais le choix, soit je me soumets, soit je me mets en colère. Je me suis mis dans une colère, et j'ai retourné la salle. Je dis, c'est quoi cette ville où vous ne voulez pas de nouvelle école, vous voulez que les enfants restent dans les préfabriqués, donc cette école, elle se fera. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il faut donner beaucoup de temps à la co-construction. Pourquoi ils ne voulaient pas de l'école? Pour deux choses que j'ignorais. D'abord, le directeur d'école de 18 classes, il perdait sa décharge, donc il n'a pas fait beaucoup de pub pour la nouvelle école. Et moi qui suis enseignant à la retraite, je trouve que le corporatisme, c'est la pire des choses. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a forcément fait une nouvelle école, il faut la localiser quelque part. Et donc ça change la carte scolaire. Et les enfants bien nés devaient se mettre avec des enfants issus de l'immigration. Et ça a été l'argument du refus d'une école. Vous vous rendez compte jusqu'où on peut aller? Et donc je le dis ici, parce qu'on dit les élus pourris, mais les citoyens, quand ils réagissent comme ça, quelle est la valeur de fraternité, quelle est la valeur de l'espace public, quelle est la valeur de la politique? Vous voyez? Donc en fait, on a beaucoup fait, et en 98, partant d'un travail personnel, en équipe, partant du discernement sur nos propres pratiques, partant de la conscience de la crise démocratique. Il y a des mots qui se disent aujourd'hui que je me disais il y a 20 ans. Vraiment. Parce que je le sentais. Moi, je ne suis pas un mec intelligent, mais j'ai de l'intuition
J'ai vraiment l'intuition, parmi les habitants, je disais quelque chose qui ne va pas, ils ne font plus confiance, ou alors il y a un discrédit généralisé, je sentais le soupçon généralisé monter. Regardez aujourd'hui les fake news, le soupçon, les gens qui disent que c'est le gouvernement qui a décidé de l'assassinat de Strasbourg, mais ou dans quel monde on vit. Vous voyez, donc ces trois choses ont fait que toute notre politique s'est appuyée sur la transition démocratique après, à partir de 98. D'autres questions? Jeff? Oui, une petite question plutôt pratique en fait, en termes d'organisation et plutôt humaine, dans votre processus et surtout dans les intervalles que vous disiez qui sont vachement importants. Comment vous avez géré l'accompagnement en termes de ressources humaines? Parce qu'animer des réunions en permanence, conseil citoyen, pas conseil, mais ça demande des compétences. Et c'est pas rien du tout parce que la communication interne est hyper importante. Comment vous avez géré ça? Alors, merci pour cette question parce que rien ne peut se faire si vous ne mettez pas dans le coup, les collaborateurs. Et aujourd'hui, mon directeur général des services, mon directeur des services techniques pourrait venir à cette table pour expliquer la démarche, l'écosystème. Ils sont complètement partie prenante. Ce qui fait que le lundi, en CODIR, comité de direction, avec le premier adjoint, deuxième adjoint et ma directrice de cabinet qui est en charge du développement des valeurs démocratiques, et pas de trucs politiciens, eh bien, on travaille toujours sur la question, deuxième point, démocratie de participation. Comment on fait? Et on a des gens remarquables lorsqu'on appelle les tables de discussion dans les rencontres en quartier. C'est soit des habitants, soit des collaborateurs qui ont animé les tables de discussion. Les élus, on était juste là pour prendre note, mettre du temps, prendre note et donner des informations s'il manquait d'informations. Le reste, c'est les collaborateurs, mais aux tables hautes, ou des habitants qui ont été formés. J'ai fait un budget de 20 000 € l'année d'avant pour former celles et ceux qui le souhaitaient à l'animation de débat public. Il y avait des habitants volontaires, il y avait des collaborateurs, il y avait moi-même, quelques élus. Donc on s'est donné les moyens d'être un tout petit peu des ouvriers des débats publics. Et ça, c'est fondamental. Il faut marcher sur les trois choses. Il faut une volonté politique, il faut que l'administration suive, jusque sur le terrain. Sur le terrain, on a des catégories C qui travaillent complètement sur la démocratie de participation. Lorsqu'on a lancé les jardins partagés, les incroyables comestibles, c'est les espaces verts qui ont milité pour ça. Donc, il y a un état d'esprit fait de bienveillance aussi qui est vraiment magnifique en fait. Alors, moi je vais en poser deux questions, du coup je profite que j'ai le micro. Alors la première, on parlait des jeunes. Aujourd'hui dans les écoles, on fait de l'éducation à l'environnement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer faire de l'éducation à la démocratie? Je dis ça parce qu'il existe de l'instruction civique, mais souvent on reste sur un niveau très formel en fait. Hein? Qu'est-ce qu'un découpage cantonal? Hein? Mais finalement, on ne débat pas vraiment de la démocratie. Bon. Alors c'est vrai que c'est en CM1, mais bon, ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment où effectivement il faut commencer à formater les gens? Deuxième question, je suis un peu provocateur du coup, je reviens sur la question des gilets jaunes. Parce que finalement, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un discours sur la nécessité de la démocratie, enfin du mandat impératif. Et du coup, est-ce que la démocratie participative, finalement, n'est pas en retard, enfin en tout cas, n'est pas en décalage par rapport à ce type de revendication? Oui, je trouve que sur la première question, c'est fondamental que l'école passe d'une école de la compétition vers une école de la coopération. Et grâce à des institutrices et des instituteurs, on est un peu sur l'école de la coopération, mais le système global est quand même plus sur la compétition. Ce qui fait que vous avez les enfants des pauvres, resteront toujours les pauvres, y compris sur la misère intellectuelle, etc. C'est dramatique. Donc je trouve qu'on met beaucoup de moyens et on n'est pas assez là-dessus. Pour l'éducation à la démocratie, je suis complètement d'accord. Il y a des pays comme le Danemark et le Québec qui, dès l'école maternelle, développent des compétences, des habiletés sociales. C'est-à-dire qu'on développe, nous, globalement, des habiletés cognitives, des habiletés motrices pour les profs DPS, mais rarement les habiletés sociales, c'est-à-dire à respecter l'autre, à reconnaître l'autre comme différent, à accepter le conflit, voilà. Et quand il y a cette éducation aux habiletés sociales, on a vu statistiquement que vous avez des pays beaucoup plus citoyens, en fait. Donc pour moi, c'est une échelle fondamentale. Tout commence par l'éducation, mais à condition que l'éducation soit éducation, c'est-à-dire aux habiletés sociales, à la capacité de se parler, même de s'engueuler, mais aussi de se respecter, de se donner la main après. C'est important. Il y a un autre élément plus tard qui me paraît fondamental, c'est un service civique généralisé. Je
pense que dans ce pays s'honorerait à ce que chacune et chacun donne 6 mois de son existence au bien commun, pour être confronté au bien commun. Et moi, nous prenons beaucoup à la mairie des jeunes en service civique. Je peux vous dire qu'ils sortent différemment que lorsqu'ils rentrent. Ils ont vraiment le sens de l'intérêt général, du bien commun. Sur les gilets jaunes, oui, forcément, ils vont davantage vers des propositions d'Étienne Chouard que des propositions qui sont plus de la construction. Mais c'est normal. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu que le débat est sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Mais on ne fera pas tout le temps des référendums d'initiative citoyenne. On commencerait d'abord, moi je proposais d'abord le droit d'interpellation citoyen. S'il y avait eu un droit d'interpellation citoyen, si 100 000 personnes font une pétition pour que l'Assemblée nationale mette à l'ordre du jour la question de la taxe carbone, on n'aurait pas eu tout ce mouvement-là. Donc la première initiative à donner aux habitants le pouvoir d'agir, c'est leur donner un droit d'interpellation nationale, régionale et locale. Les gens, s'il y a un quota de gens qui souhaitent que le maire mette à l'ordre du jour du conseil municipal, c'est un droit d'initiative citoyenne, quitte à ce que ça se traduise ensuite par un référendum d'initiative citoyenne. On parle aussi d'assemblée citoyenne. Quelle assemblée, à quel niveau? Il parle de tirage au sort, il parle d'élections sans candidat. Donc il y a toute une série. Moi, ce qui me frappe, c'est la diversité du débat sur cette question et la soif de démocratie. Mais pour autant, moi je dis que ni l'impératif mandat impératif, ni le tirage au sort, ni les référendums ne seront suffisants pour faire une démocratie continue. Moi, personnellement, je continuerai à intégrer les outils nouveaux, mais à faire en sorte qu'on n'oublie jamais la partie essentielle, la pierre angulaire, qui est la co-construction des solutions. Ce que font d'ailleurs les Gilets jaunes aujourd'hui. Regardez l'évolution de leurs propositions. Au début, c'était plutôt l'expression d'une forme d'individualisme privé, c'est-à-dire chacun son gilet, quitte à être dans des contradictions terribles. Certains veulent moins d'impôts, plus de services publics. Donc, ils ont très vite compris qu'en cheminant ensemble, de soirée en soirée, j'imagine, et de co-construction en co-construction, ils arrivaient sur des propositions qui, certaines, sont très radicales, mais d'autres très crédibles. Donc, je crois que maintenant, il faut voilà, c'est un mouvement. Ils sont eux-mêmes sur la co-construction de propositions qui sont essentielles. Je vous propose qu'on prenne peut-être encore une question, et puis qu'après on puisse continuer le débat autour de la table là-bas, où il y a une collation, tout ça, pour qu'on partage un peu aussi un moment de convivialité pratique. Ah oui. Alors, si ça doit être la dernière question, donc ce serait une question très pratique. Voilà, je sais que ce sera à nous de construire la démocratie sur lui-même. Cela dit, j'ai envie de vous demander quand même, à partir de votre assez longue expérience de terrain, si vous pouvez nous donner quelques conseils. Alors, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les gros écueils à éviter et quelles sont les choses plutôt positives à favoriser dans la démarche d'une construction de la démocratie. Ici, voilà, merci. D'abord, globalement, je ferai tous les efforts pour ne jamais être dans la démagogie et pour être toujours crédible. Donc, un vrai travail. Je trouve que c'est assez remarquable que des équipes réfléchissent presque 2 ans avant maintenant c'est 18 mois, mais vous avez commencé ce printemps, de réfléchissent, donc ça montre le sérieux de la démarche. J'ai vu trop de listes municipales se faire 1 mois ou 2 mois avant les élections, c'est pas crédible. Donc, vous avez déjà une première crédibilité, c'est de réunir des femmes et des hommes, sans parler liste et sans parler tête de liste, etc., vous travaillez sur le projet. Ça, c'est déjà très très important. Après, comment construire un projet? Je pense qu'il faut faire très simplement le diagnostic objectif de ce qui existe, de ce que vous pensez comme important et ce que les gens peuvent dire. Moi, je verrais bien une tournée dans la ville, d'écouter les gens, faire du porte-à-porte, voir, mais pas donner l'impression après que vous pouvez donner une satisfaction à tous. C'est-à-dire qu'on vient vous écouter, voir un peu, prendre le pouls de la population, pour ensuite construire un programme, une vision, à partir de forums avec les habitants. À un moment donné, j'associerai les habitants sur des cycles, sur des thèmes donnés, quelle politique culturelle, quelle politique de l'éducation, quelle politique verte, enfin de l'environnement. Et c'est important à ce que le projet municipal que vous présentez soit déjà l'objet de débats et de co-construction.
Ça vous permettra d'avoir une proposition crédible en disant voilà, ce que nous allons faire demain, ce qu'on propose, on va le faire parce qu'on sait que c'est crédible, ça rentre dans les budgets. Et ce que nous avons fait en méthode, on l'appliquera lorsqu'on mettra en œuvre le programme. Donc vous aurez eu une participation avant la construction du projet et dans la mise en œuvre du projet. Voilà, ça me paraît important. Et puis, beaucoup d'empathie. Éviter la querelle de clocher, éviter l'affrontement systématique. Je pense même qu'on peut éviter parfois de critiquer le sortant, dire voilà, il a fait son job. Nous, on pense que c'est le moment d'apporter autre chose. Il y a des points positifs. Moi, j'ai vu des villes gagner comme ça. Hein. À Tannes, personne n'attendait à ce que l'équipe de Tannes gagne, mais ils ont gagné parce qu'ils ont reconnu d'abord le travail qui était fait, même si ce n'est pas parfait, mais qu'à partir du diagnostic, voilà. Moi, dans notre commune, quand j'étais élu conseiller général en 88, c'était 6 mois avant les municipales, donc on était sur une dynamique. Mais on a beaucoup travaillé depuis 2 ans sur une dynamique locale. Et on a beaucoup associé les citoyens, malgré tout, au projet, et donc on a été crédible par le fait qu'on a posé, par exemple, sur l'éducation, on a beaucoup travaillé sur l'éducation, sur l'espace éducatif concerté, qui me paraît important, comment relier l'école avec l'extrascolaire, le périscolaire, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir à la fois une vision, proposer une démarche, et puis être reconnus comme des femmes et des hommes de bonne volonté, en fait. C'est très simple, hein, ce que je dis, mais c'est pas aussi évident. Voilà. Pas des tueurs, quoi. Merci à Joe Spiegel pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Pour qu'il puisse expliquer peut-être en rentrant à Kingersheim ce qu'est la ville de Lunel, voilà, 2 petites choses qui caractérisent bien notre ville, à la fois sa bouteille de muscat, je crois, voilà, muscat de Lunel, et puis une de nos artistes de la ville aussi qui nous fait des choses tout à fait sympathiques. Et donc, pour te remercier d'être avec nous ici ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que Joe Spiegel a des livres comme ça à votre disposition pour ceux qui en veulent et qu'il est prêt à signer les livres en question. Voilà, et puis on vous attend là-bas pour la collation. Merci à vous. Alors, tous ceux qui veulent nous donner leur nom ou plus exact, et leur adresse mail, il y a juste à l'entrée une liste, un papier, comme ça, après on peut prendre contact avec vous, on peut vous écrire, on peut vous donner des idées, et puis partager encore ce que nous avons vécu avec Joe Spiegel ce soir.